Beaucoup d'interrogations au sommaire ce matin et des réponses à avoir en direct en plateau. Bonjour à tous et bienvenue dans votre matinale Actu Matin. Merci de vous réveiller avec nous et merci de vous installer confortablement. Wakavali Para, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Merci d'être là. Dans un instant, les unes des journaux. Alors, je vous le disais, beaucoup d'interrogations. Que se passe-t-il dans les états-majors des partis politiques de l'opposition? À 6 mois de la présidentielle, le réveil semble être timide, les lignes ne bougent pratiquement pas de loin ou de près, on ne voit rien et pratiquement rien venir. Un travail de l'ombre, une stratégie politique bien couverte, elle a en tout cas un ancrage à démontrer, titre le journal Fraternité. Alors, va-t-elle réussir à tirer profit de ce qu'elle a été, c'est-à-dire la mouvance d'hier qui a eu la chance de gérer l'État, ses actions, son bilan et l'alternative qu'elle veut proposer aux Béninois? Nous mènerons nos analyses en plateau. Ailleurs, des partis politiques soufflent le chaud et le froid. Les derniers développements de l'actualité font état des démissions de militants. Le cas de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. De quoi retourne cette actualité? Y a-t-il eu démission ou pas? Le seul parti politique dirigé par une dame est-il dans la tourmente à 6 mois de la présidentielle? Parole ce matin à Jules Léandre Kitty, responsable à la communication du parti UDBN. Citoyens de mon pays, connaissez-vous vos droits et surtout vos devoirs? Êtes-vous bien informé des attributs de l'État, des services de l'administration publique à votre profit? En tout cas, une initiative de jeunes dans ce sens pour faire de vous de nouveaux types de citoyens, et ceci est lancé depuis quelques semaines ou voire quelques mois. Déjà ce matin, on ira à la découverte des citoyens que nous sommes avec Romaric Mouftaou est le fondateur du mouvement Nouveau Type de Citoyens. Il est notre invité ce matin, le deuxième invité de votre matinale. Juste après, vous aurez votre revue de presse avec Assiomo Kanyassiomo qui est en train de lire pour nous déjà la presse nationale. Les titres à la une, c'est tout de suite. Et juste après, vous aurez votre mini-journal avec Ingrid Day. Installez-vous. Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Allez, Wakabali Para, nous sommes avec vous, les unes des journaux. Oui, Christian, dans des gens, les parutions parlent beaucoup aujourd'hui politique. On va commencer par Fraternité présidentielle de 2021. L'opposition, un ancrage à démontrer. Information à découvrir donc à la page 3 du quotidien Fraternité. Mathieu Kérékou, 5 ans après son décès, les vœux des Cotonois pour le caméléon. Docteur Yekini Ibrahim du BR au sujet du parrainage. Ceux qui ne sont pas d'accord aujourd'hui seront peut-être demain en position de force. Conseil national des chargeurs du Bénin, les acteurs de la chaîne du transport outillés sur les contours de l'implémentation de la BGM. Et puis Ulrich Tonato, médecin généraliste au sujet de l'angine. Lorsque vous embrassez une personne infectée, vous pouvez être contaminé. À la une maintenant de Cartes sur table, atelier de relance de l'art, de la culture et du sport, étudiants, autorités et acteurs en conclave à Kétou. Et puis 51e édition de la journée mondiale de la poste. Le ministre Alain Orunla salue l'expertise de la directrice générale Judith Glidja et rassure de son accompagnement dans les réformes. Quotidien Le Meilleur, vie des partis politiques. 7 membres fondateurs démissionnent de Moël Benel. La saignée se poursuit au sein du parti de Jacques Ayadji, nous apprend le quotidien Le Meilleur. Et puis pour son pragmatisme et ses actions de développement à la tête du 8e arrondissement de la ville de Cotonou, le chef, le CA Alain Baguidi reçoit les félicitations du maire de Cotonou, Lucas Atrok.
Sissoko, l'ancien chef service commercial de La Roche, résolument engagé au service du développement. Et puis, deuxième session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination de la Liborie, l'association des communes décerne un satisfecit au préfet Mohamedou Moussa pour sa tutelle apaisée. Info plus, opinion de Basile Chibozo, l'OFPRA a fait montre d'un subjectivisme absolu sur fond d'esprit colonialiste. Et puis véhicule d'occasion, le parc nos limites pour une totale révolution du secteur. La référence des véhicules d'occasion. Quotidien La Nation à présent, présidentielle de 2021, pourquoi le mandat de Patrice Talon a été prorogé. Et puis les députés qui sont en session extraordinaire dès demain pour examiner donc le projet de loi de finances de gestion pour la gestion 2021. Nord-Sud quotidien, contre les 30 heures de cours aux aspirants, les Angbetos s'invitent dans le débat. Soutien du gouvernement face aux effets du coronavirus, les entreprises n'ayant pas encore bénéficié, invitées. Quotidien Le Potentiel, démission collective au sein du parti Moël Bénin, ça sent mauvais chez les élites. Dernière sortie du 11 national, une victoire flatteuse face au Gabon qui suscite inquiétude. Quotidien L'Actualité à présent, lancement de la campagne nationale de prière pour la nation et ses dirigeants. El Hadj Yakubu Malerossou invite les Béninois à s'engager pour la paix. Le président de la Fondation Malerossou implore la clémence de Dieu sur le Bénin pour des présidentielles apaisées en 2021. Promotion, consommons local, soutenons nos PME et PMI lancés par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Le challenge, élection présidentielle de 2021, la candidature de Talon, une évidence et une option judicieuse. Sensibilisation sur les réformes des factures normalisées à la Direction générale des impôts. Le directeur général Nicolas Yenoussi face aux acteurs des professions libérales ce jour mercredi. Le matinal, la polémique sur la Constitution révisée, il n'y a pas prorogation du mandat présidentiel, selon le consultant politique Agapite Napoléon Maforican. Impopularité de Patrice Talon, un choix de développement. Les 4 vérités pour finir. Probable candidature du président de la République en 2021. Lettre ouverte de Samuel Dayou à Patrice Talon. Entretien exclusif avec le président directeur général du groupe Serco. Dr Alain Capochichi parle de Serco, Burkina, du partenariat avec Coursevera et des 20 ans de son école Serco. Louis Vlavonou, l'invité surprise en ce qui concerne donc le Vaudou, selon les 4 vérités, le Vaudou s'invite dans l'affaire des 30 heures de masse horaire hebdomadaire aux aspirants. Christian, voilà un tour rapide des parutions ce matin avec Fraternité donc qui revient sur la vie des partis politiques pour le compte de la présidentielle. Fraternité s'intéresse donc à l'opposition et parle d'un ancrage à démontrer dans le rang des partis de l'opposition. Oui, justement, et sous la plume de Angelo Dossoumo ce matin, on pourrait lire ceci: un bilan de gestion de l'État fortement décrié, un principe, une alternance à la Marina qui leur ouvre grandement les bras. Au rendez-vous de la présidentielle d'avril 2021, eh bien, l'opposition béninoise n'a plus à se poser 1001 questions, la cible à abattre n'est ni plus ni moins que Patrice Talon. Mais avant, devant un adversaire ayant l'avantage du terrain politique avec le soutien de presque tous les partis légalement constitués, relever ce défi de l'alternance au pouvoir n'est pas une mince affaire. Alors l'opposition aura donc un ancrage à démontrer sur ce plateau ce matin dans nos discussions. On verra bien si les partis de l'opposition qui ambitionnent conquérir le pouvoir d'État en 2021 se préparent activement
On verra si cette opposition s'est finalement réveillée de son sommeil pour prendre donc le chemin de la Marina en 2021. Vous restez avec nous, nos discussions. Ce sera tout à l'heure avec Herman Anyamboussou et Wakabali Para qui nous présentaient les unes des journaux. Alors, une question à la une du quotidien du service public La Nation. Pourquoi le mandat de Patrice Talon a été prorogé? Sous la plume de Thibault Nayoou, on pourrait lire ceci. Alors qu'il a pris fonction le 6 avril 2016 pour un mandat de 5 ans, le président de la République, Patrice Talon, a vu son quinquennat constitutionnellement prorogé jusqu'au 22 mai 2021 à minuit. Loin d'être un arrangement institutionnel, cette prorogation est en fait induite par les réformes politiques visant à favoriser l'alignement des mandats électifs dès 2026. Et donc, le mandat du président de la République en exercice s'achève à la date de prestation de serment du président de la République élu en 2021 et ce, à 0 heure. Il est donc clair par voie déductive et donc en référence à deux articles de la Constitution révisée que le président de la République qui sera élu en 2021 devra prêter serment le dimanche 23 mai 2021, soit le 4e dimanche du mois de mai 2021. Ce sont là les précisions apportées par le journal La Nation dans sa parution du jour. En fin d'édition, on reviendra sur l'essentiel de l'information relayée dans la presse écrite nationale avec Séraphin Assiong. Mais avant, avec la rédaction de Canal 3, nous avons les informations en images chez vous. C'est le mini-journal. Bonjour à vous, Ingrid Der. Bonjour Christian et bonjour à tous. Au sommet de l'actualité, le Bénin disposera bientôt d'une plateforme pour faciliter les paiements électroniques. La mise en œuvre du projet a fait objet de réflexion hier à Cotonou et a réuni les acteurs concernés. À suivre également cette soutenance de thèse de doctorat en sciences agronomiques et de l'eau à l'université d'Abomey-Calavi. Après plusieurs années de recherche, Isidore Elonfou accède au grade de docteur au département d'agronomie. Merci beaucoup. Dans un instant, le développement de tous ces titres. Quand ça vous prend, on n'est jamais assez prudent. Sous la pression, prudence est mère de sûreté. Prudence Plus, chaque fois, toutes les fois. Prudence Plus, préservatif de qualité à prix subventionné, en vente partout. Au Bénin, nous sommes à l'ère des paiements électroniques. Eh bien, ces paiements vont passer de l'étape de projet au concret dans le but d'aller à la phase d'exécution de ce projet. Une séance d'échange a eu lieu à Cotonou et a réuni les acteurs du secteur économique. On va retrouver nos reporters sur cet élément. Séance d'échange sur le projet de développement de l'e-commerce entre la ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, et les acteurs FinTech. Organisé le mardi 13 octobre, il a été question de la mise en place d'une plateforme nationale de paiement électronique. Cela découle de la vision du gouvernement de faire du Bénin la plateforme du service numérique pour l'Afrique de l'Ouest. Et c'est pour ça que le gouvernement met en place aujourd'hui la plateforme nationale de paiement électronique qui va être le hub de concentration de toutes ces solutions de paiement existantes aujourd'hui et à venir aussi dans le futur, qui permettra de rendre ces solutions interopérables et par la même occasion de remplir d'autres objectifs qui sont liés à l'inclusion financière, à la facilité de paiement, au suivi de ces paiements. La plateforme nationale de paiement électronique fait partie des pièces maîtresses
de la stratégie numérique du gouvernement, d'où l'importance des échanges. Il était important que nous puissions échanger pour que nous puissions les uns et les autres exprimer nos préoccupations, certainement qu'il y en a, exprimer également peut-être des suggestions, je suis sûre qu'il y en a également, et puis ensemble convenir, disons, de l'ensemble de ces éléments qu'il faudra garder en tête dans la mise en œuvre de ce projet. D'autres séances d'échange seront organisées, a rassuré la ministre Aurélie Adamsoulé-Zoumarou. Il est à noter que la mise en œuvre du projet est confiée à l'Agence des systèmes et services d'information. Et maintenant, c'est cette activité du Conseil national du dialogue social qui a initié des formations au profit des partenaires sociaux. Ingrid Day. Oui, et cette fois-ci, ce sont les entreprises qui subissent ce renforcement des capacités qui a démarré hier. La formation porte sur les méthodes de bonne collaboration au fin de promouvoir le dialogue en cas de conflit. Reportage. Les réflexions s'harmonisent ici à l'Imposec de Cotonou autour du dialogue social, les normes fondamentales au travail et la responsabilité sociétale des entreprises. C'est le Conseil national du dialogue social qui tient les ficelles de ce renforcement des capacités en faveur des acteurs de l'entreprise, notamment les employeurs et les travailleurs. À partir donc de ce jour, se tiendra cet atelier de renforcement des capacités dont les objectifs essentiels sont les suivants. Échanger en vue d'une meilleure connaissance de l'institution tripartite qu'est le Conseil national du dialogue social, CNDS. Sensibiliser les employeurs et les travailleurs sur la nécessité de créer et de maintenir le dialogue social dans l'entreprise. Définir une vision commune et partager sur les règles de conduite du dialogue social au sein de l'entreprise. Identifier des stratégies de conduite du dialogue social pour des résultats probants. Échanger en vue d'une meilleure maîtrise des normes fondamentales au travail par les acteurs de l'entreprise. Sensibiliser les acteurs concernés aux différents contours de la responsabilité sociétale des entreprises. L'atelier sera interactif et l'occasion vous sera donnée d'examiner et de partager des expériences, de comparer les pratiques d'ici et d'ailleurs afin de tirer les leçons à appliquer à leur contexte professionnel. Le partenaire dans cet exercice, c'est bien entendu la CNV internationale qui travaille à plusieurs endroits afin que règne un climat favorable au développement de l'entreprise. En apportant son concours à l'organisation de cet atelier, la CNV internationale entend contribuer à la promotion du renforcement des capacités des employeurs et des travailleurs, notamment en ce qui concerne la maîtrise des normes internationales de travail de l'OIT et la législation nationale en matière de droit du travail comme base pour un dialogue social constructif. Elle voudrait également promouvoir la prise en compte de la responsabilité sociale sociétale des entreprises qui s'impose comme axe de coopération et d'intervention pour une économie qui se veut mondialisée, globalisée. Les travaux durent 3 jours et se tiennent dans le strict respect des gestes barrières. Éducation à présent, mention très honorable avec félicitations du jury. C'est le résultat de la soutenance de thèse de doctorat en sciences agronomiques et de l'eau de l'université d'Abomey-Calavi. Grade décroché par Isidore Nyolonfon qui a présenté les travaux de ses recherches hier. Retour sur les temps forts de cette soutenance avec Idriss Boukari et Elvis Tonoukouen. Face à un jury de 4 membres, Isidore Nyolonfo présente et défend sa thèse de doctorat. Résultat de plusieurs années de recherche, consigné dans ce document de 253 pages et exposé en quelques minutes aux examinateurs sous le regard attentif de parents et amis. Son sujet porte sur le processus écologique et biologique évolutif régissant l'interaction éléphant-plante ligneuse, la survie des espèces d'arbres et les implications pour le fonctionnement des écosystèmes dans les réserves amylo-semi-arides en Afrique de l'Ouest. Un exposé en anglais suivi de questions-réponses et le jury délibère et libère l'impétrant. Nous lui avions décerné
la mention très honorable avec nos félicitations. Isidore Nyolonfou fait ainsi son entrée dans le cercle des docteurs de l'Université d'Abomey-Calavi dans la spécialité aménagement et gestion des ressources naturelles, biologie de conservation, écologie et biologie évolutive, faune-flore. Du choix de son thème de recherche découle son désir de contribuer au développement de la science. La motivation pour ces sujets, il faut dire que nous aimons plus les mathématiques, mais Dieu seul connaît ce que chacun de nous doit faire dans cette vie. Par la suite des choses, mon sujet de thèse est un sujet de biologie et de l'écologie. Donc, je l'ai fait en mettant les outils mathématiques à l'appui. Donc, c'est une grande joie de se retrouver dans la cour des docteurs. Et nous pensons que nous allons encore faire mieux. Le docteur Isidore Nyolonfou a démontré dans son travail comment les espèces de plantes arrivent à survivre face aux dégâts provoqués par les éléphants. Il a par ailleurs démontré l'impact des changements climatiques sur le bon fonctionnement des écosystèmes dans la réserve. Travail scientifique suivi et rigoureusement conduit par le docteur Barthélémy Kassa. Le travail a été d'une robustesse scientifique, ce qui m'a permis d'accepter de le soumettre à l'évaluation de mes pairs. Vous savez, avec les différentes opérations de lutte anti-braconnage dans les réserves de biosphère de la Pendiari, les différents plans d'aménagement et les différentes opérations d'aménagement de la réserve, il est loisible de constater de plus en plus un accroissement important du cheptel des éléphants, l'Oxodonta africana, dans la réserve de la Pendiari. Ceci n'est pas sans dommage sur l'écosystème, sur le reste de l'écosystème, et pose de nouvelles problématiques de conservation. Ce qui nous a plu, il a utilisé son background, ses connaissances dans les autres sciences pour pouvoir raisonner ce qu'on appelle la conservation des éléphants dans les aires protégées du Bénin, en particulier la réserve de biosphère de la Pendiari. C'est là où a eu lieu la collecte de données pour la rédaction de cette thèse. Et puis, vous savez, avant nous, il a fait ce qu'on appelle des publications, c'est-à-dire qu'il s'est évalué par d'autres qui ne connaissent même pas le Bénin, qui ne nous connaissent ni d'Adam ni d'Ève, qui ont accepté ces publications comme étant des contributions à la connaissance de la conservation des éléphants sous les tropiques. Nos collègues qui ont évalué au Nigeria, à l'université d'Ibadan, il y a un professeur Lamine Bolagade, de l'université de Tchad au Cameroun, le spécialiste des éléphants en Afrique, Martin Tchamba, c'est un professeur d'écologie des éléphants, tous ont apprécié positivement le travail. Isidore Nyolonfou, désormais docteur en sciences agronomiques et de l'eau de l'Université d'Abomey-Calavi, est l'un des majors de sa promotion. Ces réflexions soumises à l'appréciation de ce jury de haut niveau contribueront sans doute à enrichir les résultats de recherche dans le domaine de protection des écosystèmes dans la Pendiari. La question de la gestion améliorée de l'hygiène menstruelle est au centre d'un atelier de formation des formateurs. Il est initié par l'Agence nationale des soins de santé primaire et financé par le Conseil de concertation pour l'approvisionnement en eau et assainissement. Oulia Samsi et Rachid Soubérou. Sont réunis dans cette salle des acteurs du monde sanitaire, des représentants de différents ministères et des ONG locales et internationales. Venus de quelques départements du Bénin et de certains pays africains, ils vont pendant 5 jours renforcer leur capacité en matière d'hygiène menstruelle. Les sessions que nous organisons, comme vous voyez, la tonne de sensibilisation, ça permet de démystifier et de briser le silence autour de la gestion des menstrues. On sait que la plupart du temps, du fait de la question taboue, les gens, les filles et les femmes gèrent de manière inappropriée les menstrues, causant des infections, parce que quand on cache ses serviettes dans des endroits humides, on les jette n'importe où, parce qu'on a honte de ces règles, qui est un phénomène naturel
qui montre la vitalité de la femme, c'est un problème. Et maintenant, quand les gens sont sensibilisés au plus haut niveau politique et au niveau communautaire, les pratiques commencent à changer. Donc, le présent atelier vient former les formateurs nationaux qui seront des coachs pour former d'autres qui vont relayer l'information à différents niveaux jusqu'à la base de la pyramide sanitaire et dans les différents ministères sectoriels afin que cette intervention puisse être mise à échelle. Cet atelier de formation des formateurs fait suite au dialogue des partenaires concernés par la gestion de l'hygiène menstruelle organisé en mai 2019. Il constitue l'un des axes majeurs issus de cette rencontre. Les participants seront également outillés sur la maîtrise des différents cycles menstruels. Pour promouvoir de bonnes pratiques d'hygiène menstruelle, briser les tabous liés à la menstruation, le gouvernement béninois s'est engagé à intégrer la gestion de l'hygiène menstruelle dans ses programmes en vue d'atteindre la cible 6.2 des objectifs du développement durable. Pour ce faire, il importe que les interventions des acteurs concernés par cette question soient coordonnées. La rencontre a connu la participation de plusieurs experts en santé et hygiène menstruelle venus du Sénégal. La représentante du Conseil de concertation pour l'approvisionnement en eau et assainissement, Water Supply and Sanitation Collaborative Council, en abrégé WSSCC, a aussi participé à cette formation via visioconférence depuis Genève. La première journée de formation s'est soldée par la visite d'un laboratoire installé pour la circonstance sur les lieux. Ici, les différentes étapes de gestion de l'hygiène menstruelle sont expliquées aux participants. On parle toujours des femmes, mais des plus jeunes cette fois-ci, et c'est à travers la célébration de la Journée internationale de la fille, occasion pour l'ONG Aide et Action de sensibiliser les filles et réitérer son engagement à lutter contre toutes les formes de discrimination sexuelle. Ulrich Gaba. À l'instar de cette petite fille, les messages écrits sur les pancartes sont poignants et incitent à une profonde réflexion. C'est d'ailleurs le combat de Aide et Action qui, à travers la présente manifestation, commémore de façon différée la Journée internationale de la fille. Ici, il est question d'attirer l'attention sur les statistiques et le tableau inquiétant. Plusieurs phénomènes, tels que la déscolarisation, l'excision, le mariage d'enfants, les grossesses précoces, l'esclavage, l'exploitation constituent des violations des droits des enfants que subissent les filles et représentent de nombreux freins à leur éducation et à leur épanouissement. Les taux de redoublement et d'abandon sont très élevés. À peine 45 filles sur 100 parviennent au cours secondaire et à l'université. Et il ne reste que 20 filles. Quand nous avons fait le point statistique des données sur les grossesses en milieu scolaire, pour ce qui est de l'année scolaire 2019-2020, dans le département de l'Atlantique, est légèrement en hausse par rapport à l'année dernière. Ça veut dire qu'il y a un problème. Non seulement nous avons mis tout sur le dos de Covid, mais est-ce qu'on va accuser Covid? Avec ses partenaires, en l'occurrence la coopération suisse et l'Agence française de développement, Aide et Action entend accompagner le gouvernement du Bénin à travers une meilleure prise en compte des droits des filles. La lutte contre toutes les formes de discrimination sexuelle et sexiste est aussi sa priorité et cadre avec le thème de l'édition 2020 de la Journée internationale de la fille. L'édition 2020 de la Journée internationale de la fille est placée sous le thème « Ma voix, l'égalité pour notre avenir ». Ce thème établit une relation de cause à effet entre la fille d'aujourd'hui et la femme de demain. Autrement, les droits des femmes adultes commencent par les droits des jeunes filles, enfants. Aujourd'hui, c'est pour pouvoir faire comprendre aux filles que quand je vais à l'école, je dois pouvoir terminer ma scolarité. Quand je vais à l'école, je dois pouvoir être une femme de demain.
et ne pas abandonner l'école en cours de chemin parce que ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est que de jour en jour, le taux d'abandon des filles augmente. Alors que quand elles sont présentes à l'école, elles dépassent parfois même les garçons. Faire en sorte que les filles soient davantage scolarisées et qu'elles soient maintenues dans les arcanes de l'excellence au même rang que les garçons, c'est l'une des grandes batailles que mène Aider Action. Une lutte appréciée à sa juste valeur par les premières bénéficiaires qui en profitent d'ailleurs pour exhorter les décideurs à œuvrer davantage pour l'épanouissement de la fille. Si la condition des jeunes filles que nous sommes dans le monde, en Afrique et au Bénin, s'est considérablement améliorée depuis 20 ans, force est de constater qu'il reste encore de nombreux points sur lesquels des améliorations sont possibles et nécessaires. Ce sont notamment l'éducation, les violences sexuelles et l'accès à la santé. Dans ces domaines, l'ampleur des inégalités est encore bien présente. En organisant cette journée internationale de la fille, couplée de la journée de l'enfant africain édition 2020, Aider Action se donne une mission de relais pour une éducation de qualité au Bénin. Les enfants ont activement pris part à cette rencontre de sensibilisation à travers plusieurs tableaux culturels. Installée au Togo depuis 2009, l'agence KDA Pro offre des services tels que l'événementiel, la communication et la décoration. Elle ouvre désormais ses portes au Bénin et c'est l'hôtel Gison qui a servi de cadre au lancement de ces activités. On fait le point. L'espace de rencontre et d'échange dédié à la femme ronde est une initiative de KDA Pro, entendez Kaïssan Dominique Ataï. Installé au Togo depuis 2009, KDA développe au sein de son agence des ateliers travaillant sur l'art de vie en qualité de consultante en communication. Je suis moi-même une femme ronde et j'ai toujours su quels sont les problèmes que les femmes rondes ont. Alors c'est souvent des problèmes d'identification, on les identifie comme étant des femmes paresseuses, comme étant des femmes grosses, comme étant des femmes pas forcément jolies. Quoique, en Afrique, nous disons souvent que les femmes rondes ont du charme. La confiance en soi, comment amener la femme ronde à être fière d'elle et à se surpasser en donnant le meilleur d'elle-même, ne pas se fier au regard des autres, c'est autour de cette thématique que les échanges se sont déroulés ce lundi à Cotonou. Le regard des autres est quelque chose de très pesant parce que ça vous ramène à votre réalité. KDA Pro entend travailler pour l'élargissement de ces domaines d'intervention que sont l'art, la confiance et l'estime de soi. Son objectif premier est donc d'aider les femmes en surpoids à s'assumer et à mieux vivre avec leur corps tout en développant une hygiène de vie. Nous parlons de la confiance en soi, nous parlons de l'estime de soi, nous parlons de la recherche de l'excellence, nous parlons des valeurs, nous parlons de la force de l'engagement, nous parlons même de comment mettre en avant son business. C'est beaucoup de thèmes qui concernent la femme, pas seulement ronde, mais précisément pour la femme ronde, il s'agit de comment s'habiller, ne pas mettre ce qui est pas forcément conforme à notre morphologie, parce qu'il faut savoir une chose, il faut faire une différence entre assumer sa rondeur et savoir s'habiller. Kaïssan Dominique Ataï a à son actif plusieurs initiatives de valorisation de la gente féminine sur tous les plans. La prochaine fois, ce sera certainement dans un mois, nous reviendrons à Cotonou pour un autre atelier et nous espérons organiser 2 ou 3 ateliers successivement et vous allez voir, ça changera vos vies. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et très bonne journée à vous. Voilà, le mini-journal que vous refermez avec cet élément sur les femmes rondes. Merci à vous, Ingrid Day. J'aime bien ces propos, faire une différence entre assumer sa rondeur et savoir s'habiller. Partagez-vous cet avis de la dame. Pourquoi pas. Elle a certainement raison. D'accord. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Vous restez avec nous, mesdames et messieurs. On va poursuivre avec votre matinale Actu Matin. Dans le programme à suivre, nos 2 plateaux invités. Le premier, on va parler politique avec Jules-Léandre Kitty, responsable de la communication du parti UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau. L'animation de la vie politique nationale, la vie des partis politiques et pas de jour ou de semaine qui passent sans qu'on ne parle de démission dans l'un ou l'autre des partis politiques. L'UDBN en fait
paye-t-elle les frais? C'est une grosse interrogation. L'UDBN est-elle dans la tourmente? Question à poser donc à notre invité ce matin. Prenez le rendez-vous. Et puis, on nous emmènera à être désormais de nouveaux types de citoyens. Notre invité Romaric Mouftaou a lancé un mouvement. Le mouvement est dénommé Nouveau type de citoyen. Nous irons donc à la découverte de ce nouveau type de citoyen pour savoir comment devrons-nous nous comporter désormais en tant que citoyens. C'est vrai que nous revendiquons des droits. Nous avons aussi donc des devoirs à remplir. Il nous apportera quelques éléments d'appréciation sur tout ça. Et juste après, vous aurez donc votre revue de presse. Restez en place. Dans un instant, nos discussions en plateau au forum avec Wahab Alikpara et Herman Anyamboussou. Venez vous installer, chers messieurs. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBM Syste Location de Voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs. Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Faites-nous confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. Syste LBM Location de voitures, contact 60 60 60 63. LBM. Le carrefour des grandes marques. Vous recherchez une formation qualifiante dans les métiers d'expert comptable, de banquier, d'assureur, de communicant, de gestionnaire d'entreprise et de spécialiste des ressources humaines. L'Institut supérieur d'expertise et de gestion, fondé et dirigé par une association d'universitaires et de professionnels, prépare au diplôme d'état de licence et master dans les filières comptabilité, contrôle de gestion et audit, management des ressources humaines, banque, finance et assurance, marketing et communication. À l'ISEG, préparez également votre diplôme d'expertise comptable suivant le cursus français, en présentiel et via notre système de e-learning. Grâce à nos partenariats avec une vingtaine d'entreprises et institutions, l'ISEG garantit les stages d'immersion professionnelle à tous ses apprenants. Mieux, votre mobilité académique vers les universités partenaires du Bénin, de la Tunisie et du Cameroun est assurée. Pour tout renseignement, rejoignez notre campus 6 à Cotonou, Bedroumende, 2e rue après le Carrefour Saison Poule et sur notre page Facebook ISEG Bénin. Ou appelez le 229 21 32 10 43 ou le 66 51 76 50. Site web www.isegbenin.org. ISEG, l'expertise à votre portée. Bonjour Herman, bonjour Wahab. Bonjour Christian Darédia. Bonjour. Bonjour à vous. Voilà, bonjour à Herman et rebonjour à moi. Êtes-vous de bons citoyens? Pourquoi pas? Sans doute, sinon on se lever très tôt le matin, venir bavarder, parler. Vous ne bavardez pas, oui, bavarder pour... Venir servir la République chaque matin. Ce n'est pas un exercice facile, donc si on n'est pas citoyen, on ne serait pas ici. En tout cas, on verra tout à l'heure avec Romaric Mouftaou qui travaille à créer un nouveau type de citoyen, ce qu'il y met. Nous aurons quelques éléments d'appréciation avec notre deuxième invité de ce matin. Alors, tout de suite, premier sujet à aborder un plateau ce matin. On va parler politique. Bon, plus de semaines qui passent, plus de jours qui passent sur ce plateau où nous n'abordons pas de sujets politiques, notamment en rapport à la présidentielle de 2021. Les partis, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, se préparent activement. Mais sur le terrain politique, est-ce que vous sentez l'opposition béninoise en ébullition par rapport donc à cette élection qui s'annonce?
Oui, l'opposition n'est pas restée silencieuse pour autant. Peut-être qu'on ne la sent pas avec la même ferveur que les élections précédentes, pour ne pas dire les présidentielles précédentes. Mais il faut dire que l'opposition n'est pas restée les bras croisés. Cependant, pour une présidentielle et pour un président en exercice qui souhaite rempiler, on aurait pu souhaiter, n'est-ce pas, de l'opposition qu'elle soit beaucoup plus tranchante qu'elle l'est à l'heure actuelle. En ce sens que, Patrice Talon qui annonce sa candidature dans les coulisses, si cela venait à s'officialiser, c'est que Patrice Talon a un bilan à défendre. Pendant ce temps, l'opposition, même si dans le rang de l'opposition, on a ceux qui ont déjà géré le pays une fois, pendant ce temps, cette opposition-là a un compteur qui est à 0. Et vous voyez, c'est plus difficile pour vous de venir défendre un bilan, n'est-ce pas, plutôt que quelqu'un qui vient neuf. Parce que vous êtes en exercice. Pour ceux qui sont à la touche, ils ont eu tout le temps de prendre note, surtout de vos faiblesses et de préparer, une riposte et venir convaincre les populations, les électeurs avec ces détails-là qui ont manqué dans votre gestion. Donc, c'est ce qu'on n'a pas senti, n'est-ce pas, cette chaleur-là, cette ténacité de l'opposition, on ne l'a pas senti, sinon vous aurez constaté qu'effectivement, l'opposition est présente. Les démocrates courent en ce moment au niveau du ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas, pour avoir le récépissé définitif, puisqu'ils ont introduit les corrections exigées. On attend de voir ce qu'il en sera là. Cependant, on a des partis de l'opposition, n'est-ce pas, en règle vis-à-vis des tests au niveau du ministère de l'Intérieur. Comment dire, MPL de Sabi Sira Korogone, FCBE, on a FCDB, même si ce parti, je dis souvent, est un peu silencieux. On a, je crois, restaurer l'espoir de Candide à Zanaï. Maintenant, quand vous regardez la pyramide, un peu quand on parle du supérieur, du secondaire et du primaire, dans le rang de l'opposition, n'est-ce pas, quand je fais ce schéma, cette pyramide, c'est un peu quand on parle du gouvernement, on parle peut-être du Parlement et on parle des mairies. C'est seulement FCBE qui, à l'étape primaire, donc à l'étape de la mairie, a au moins 6 maires assortis d'autres conseillers. Les autres partis de l'opposition n'ont rien. Et FCBE n'a pas de député à l'Assemblée nationale. FCBE n'a aucun membre dans le gouvernement, n'a personne dans le gouvernement. Vous voyez, donc ça fait une opposition d'une manière ou d'une autre affaiblie sur le terrain politique. Pendant ce temps, la mouvance présidentielle, n'est-ce pas, a un avantage parce que au sommet de toutes ces pyramides, la mouvance présidentielle a de grandes équipes au niveau du gouvernement, au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau des maires. À asseoir leur hégémonie un peu partout, à travers donc les différentes élections, vous l'avez rappelé tout à l'heure, les communales récemment et puis les législatives il y a un peu plus d'un an. Oui, Herman Parfait Anyamboussou, si nous en sommes là ce matin à nous poser la question sur où se trouverait en ce moment l'opposition, peut-être dans les coulisses à travailler pour mieux aborder le virage qui nous mène vers la présidentielle de 2021. C'est l'annonce depuis lundi, même si ce n'est pas encore officiel, de la candidature de Patrice Talon. Mais est-ce que vous avez senti dans l'arène politique, notamment dans le camp de l'opposition, ces acteurs politiques prendre en considération cette annonce et, disons, se prononcer de part et d'autre? Non, à part quelques interventions éparses par-ci, par-là sur les réseaux sociaux et donc par médias interposés, on ne voit pas véritablement une opposition en train de marquer à la culotte la mouvance. Alors même que l'opposition dans certains pays tels que ça se présente, c'est une formation politique ou c'est un ensemble de leaders politiques qui proposent une alternative face à ce qui est là en ce moment, donc face à tout système qui est là, et alternative qui est censée proposer autre chose à la population. Malheureusement, au Bénin, depuis 30 ans, depuis la démocratie de 1990 jusqu'à ce jour, on a pu constater qu'une opposition qui se réunit de circonstances. Vous avez dû constater, même en 2001, quand on fait recours à cette élection présidentielle où il y a eu une vague de démission. Après, Stéphane Soglo, Adrien Oubidi a démissionné parlant d'imposture, alors que Soglo a parlé de mascarade. Bruno Moussou qui est venu après, qui a été à cette élection alors qu'il n'avait que 8% au premier tour. Vous avez dû constater que même en ce temps, au moment où l'opposition béninoise pouvait se regrouper et devenir fort et marquer, parce que l'opposition dans la période parlait de
de fraude électorale. Elle aurait pu s'unir pour pouvoir bien attaquer. Mais bon, malheureusement, il se fait que depuis ce temps jusqu'à ce jour, l'opposition se réunit de circonstances, l'opposition fait ce qu'elle peut faire. Et c'est ça qui justifie qu'aujourd'hui, avec le système Patrice Talon, l'opposition béninoise ne nous a pas montré une alternative par rapport à un système. L'opposition béninoise nous a toujours montré une alternative par rapport à un homme. Par rapport à un homme. Et donc aujourd'hui, on se plaît à attaquer Patrice Talon, on dit qu'il met à mal les droits de l'homme, on dit qu'il enfreint les libertés démocratiques, alors qu'en réalité, on aurait pu s'attaquer à son système, par exemple. Il y a beaucoup de dossiers. Le dossier, par exemple, de ce jeune cadre du ministère, dont je ne vais pas citer le nom, pour présomption d'innocence. Le jeune cadre... Vous parlez de l'affaire de 4 milliards. L'affaire des 4 milliards qui a disparu. On n'a pas entendu l'opposition sur la question. Nous dire ce qu'elle a pu réunir en termes de preuves. L'opposition se met à parler de s'engager pour le Bénin, alors même qu'on a vu cette opposition dans un passé récent jouer quand même le premier rôle. Et donc voilà des éléments qui aujourd'hui font qu'on se demande vraiment où est passée l'opposition. Et je comprends ce type de fraternité qui dit l'opposition, un ancrage à démontrer, parce que justement, nous n'avons pas de leaders d'opposition qui ont véritablement au Bénin, à part ces forces Oglo, qui pouvaient encore justifier de cet ancrage dans le Zou et dans le littoral. Et ça, c'est à travers son parti, la Renaissance du Bénin. Aujourd'hui, c'est compliqué, c'est difficile pour ces leaders de l'opposition de nous dire, oui, nous avons tel ancrage dans telle zone, dans telle région du Bénin. C'est dommage. Alors, nous en sommes là ce matin à parler donc, je ne dirais pas inaction ou inactivité, mais cette faiblesse de l'opposition. On peut lui trouver une excuse, Rabali Para, certains de ses leaders qui ne sont pas sur le territoire national, même si on constate que désormais, il y a du renfort qui vient, même si c'est de loin. Oui, c'est vrai, on peut le dire ainsi. S'il y a des leaders de l'opposition, plus vous êtes sur le terrain et vous avez plus de chances, n'est-ce pas, de convaincre les populations. C'est vrai, comme on disait tout à l'heure, Herman, on ne fait pas un combat du système, on fait plus un combat de la personne qui dirige le système. Vous aurez souhaité donc qu'on départisse la personne de Patrice Talon, de son système et même de son mode de gouvernance, même si c'est difficile. C'est cela qui fait que les oppositions dans les États africains échouent bien souvent. La plupart du temps. Oui, parce qu'on fait un combat de personnes et non un combat de système. Ce qui fait que l'opposition ne travaille pas pour autant à apporter, une alternance, une nouvelle proposition de système. C'est beaucoup plus le combat, un acharnement d'une manière ou d'une autre sur la personne qui dirige. Et vous ne sentez pas également une synergie ou une harmonisation d'idées au sein de l'opposition. L'opposition, la plupart du temps, plusieurs tentatives même qui n'ont véritablement pas abouti. Merci. C'est-à-dire, à un moment donné, vous allez voir, soit c'est les problèmes de leadership qui s'opposent au sein de l'opposition et puis chacun va en voie dispersée et ça pose un véritable problème. Alors que quand vous vous unissez, n'est-ce pas, comme on dit, l'union fait la force, plus vous vous unissez, plus vous multipliez vos chances. Maintenant, pour les leaders de l'opposition qui sont hors du pays, c'est vrai, ça pose un problème, ça affaiblit davantage l'opposition, mais je pense que ça devrait amener, n'est-ce pas, si on faisait un travail de système, si on s'attaquait beaucoup plus au système et non à la personne, ça devrait amener à réfléchir et à trouver une autre formule. Ça veut dire quoi? Que même si le régime en place travaille à museler l'opposition, n'est-ce pas, cette mouvance aurait réussi, mais ça devrait amener l'opposition à réfléchir et à dire, mais quand même, on a affaire à un régime qui a une stratégie pour nous empêcher de parler. Trouvons une nouvelle formule qui nous permette d'aller au contact des populations, parce que la liberté de voyager n'est pas interdite. Donc ceux qui sont à l'extérieur du pays, que le gouvernement n'a pas demandé de s'exiler, mais qui peut-être d'une manière ou d'une autre craignent pour leur sécurité, craignent pour leur vie, ont décidé de partir, peut-être pour se sécuriser ailleurs en attendant que les choses s'arrangent avant de revenir. J'ose croire que ces choses vont s'arranger, n'est-ce pas, avant les prochaines élections. Oui. Sinon, davantage, ces leaders de l'opposition hors du territoire national sont toujours en position de faiblesse. Il faut donc trouver une nouvelle formule qui permette peut-être d'aller au contact des populations. On peut comprendre que le contexte du coronavirus
coronavirus puisse réduire, la marge de... Avant le coronavirus, il y avait quand même de l'activisme politique. Oui, mais ça toujours est-il qu'on ne sent pas l'opposition, n'est-ce pas, se montrer tranchante, on ne sent pas l'opposition se prononcer sur les faits d'actualité. Il y a bien de sujets sur lesquels l'opposition peut se demander, par exemple, quand est-ce que les projets asphaltage qu'on nous développe chaque fois, quand est-ce que ça veut finir, combien on a investi dedans, combien de kilomètres de route on aura, dans quelle zone, pourquoi certaines zones, par exemple, sont goudronnées, d'autres sont pavées, pourquoi certaines zones... Il y a des priorités, c'est vrai que ce sont des pistes que vous nous proposez sur la table, vous proposez à l'opposition, mais il y a beaucoup d'autres sujets à aborder, notamment lorsque l'opposition parle, par exemple, du recul de la démocratie, c'est un sujet qui lui tient à cœur. Lorsque l'opposition parle des libertés qui sont quelque part brimées et autres, c'est aussi un sujet qui intéresse l'opposition et qui l'aborde. Alors finalement, pour la présidentielle qui arrive, sur quel levier l'opposition doit s'activer, doit travailler pour réussir l'alternance qu'elle évoque depuis un bon moment? Herman Parfait Aliamboussou. Je pense qu'à chaque régime correspond une opposition, mais malheureusement, il se fait que le régime actuel de Patrice Talon n'a pas encore trouvé l'opposition qu'il lui faut. Wahab tantôt a parlé de ces éléments, parce que quand vous avez un régime qui change de stratégie et qui ne réagit pas par rapport à des incantations, je pense qu'il vaut mieux laisser les incantations de côté et toucher à des faits réels. Le dossier asphaltage, par exemple, quand vous prenez par exemple tout le prolongement le long des rails de Godomé jusqu'à je ne sais pas où là-bas, vous constatez que pratiquement les voies d'accès ont été bloquées parce qu'ils sont en train de finaliser le projet. Les gens qui sont dans les maisons vont sortir par où pour pouvoir joindre cette grande voie qui est faite d'ailleurs. C'est aux opposants de dénoncer ça. Il y a des associations de développement dans les quartiers qui peuvent monter au créneau. En fait, quand on manque d'éléments, je dis il faut changer de stratégie. Il faut toucher aux éléments qui touchent vraiment à la population. Et donc, ce n'est que comme ça que la population va constater que, oui, nous avons des opposants qui vraiment s'occupent de notre bien-être, qui s'occupent de notre santé. Parce que quand on parlait de liberté démocratique, quand on parlait il y a eu récemment ce rapport de la CNDH qui a été déposé, l'OFPRA qui est venu après. Et donc, on a trouvé un élément et on s'est jeté là-dessus. Je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Parce que la question, c'est de savoir, est-ce que le peuple dit qu'il est opprimé? Est-ce que le peuple béninois, à part ses opposants qui se sont retrouvés hors du territoire, qui ont été inquiétés parce que, ayant affaire à la justice, est-ce que le peuple béninois vous a dit qu'il se sent opprimé? Voilà, il faut changer, à mon avis, de paradigme, changer d'approche pour pouvoir attaquer un régime qui montre des éléments, c'est pas d'une certaine, d'un certain équilibre, quoi. Et je pense que l'opposition béninoise est en train de pécher parce que, justement, des éléments essentiels qui doivent être contenus dans son discours n'y sont pas. Et donc, bon, voilà. Vous pensez que c'est toujours la même rengaine? Oui, c'est toujours dans les mêmes choses. On n'apporte pas du nouveau dans le combat qu'on est en train de mener pour conquérir le pouvoir. L'opposition que nous avons effectivement ne fait pas un travail qui touche directement les populations. Lesquelles populations, d'une manière ou d'une autre, restent leurs militants, sauf s'ils n'en ont pas. Parce que vous voyez, quand on chante que le régime actuel opprime les opposants et autres, ça fait une minorité. Quand la majorité est à l'aise, ça fait déjà une avancée, des points en plus, n'est-ce pas? Des points de plus pour le régime en place. Ça veut dire quoi? Que l'opposition devrait travailler à aller du côté de la majorité. La population, est-ce que la population est opprimée? Vous aurez la réponse non. Ça pose donc un problème. Ça veut dire qu'il faut aller sur les détails qui touchent la majorité, sur les détails qui touchent les populations, notamment comment ils vivent, comment ces populations vivent, leur quotidien, comment ça se partage et comment on peut relier ce quotidien, n'est-ce pas, avec les efforts du gouvernement. Donc, quand vous n'arrivez pas à faire cette jonction des éléments, ça peut pas aller. Quand vous avez
avez les projets asphaltage qui touchent certaines zones, vous comprenez, et n'en touchent pas d'autres. Si l'opposition faisait une démarche pour comprendre pourquoi il y a des zones qui méritent, n'est-ce pas, de projets asphaltage et ne l'ont pas, ou ne l'ont pas encore. Les députés à l'Assemblée nationale sont là, pourquoi? Mais les députés à l'Assemblée nationale sont de la mouvance présidentielle. Il ne faut pas vous attendre à ce que les députés à l'Assemblée présidentielle, on ne leur arrache pas la prérogative de demander des comptes au gouvernement. Et je pense que l'Assemblée nationale est là pour jouer un tant soit peu une institution de contre-pouvoir. Christian, si vous aviez un député, n'est-ce pas, de l'opposition à l'Assemblée nationale, il pourra jouer ce rôle. Mais une fois que vous n'avez pas un député de l'opposition à l'Assemblée nationale, vous qui êtes de l'opposition, n'est-ce pas, trouvez une stratégie qui vous permette d'aller sur le terrain, n'est-ce pas, d'abord faire des constats, et là ça permet de partager les difficultés des populations. Donc quand vous n'apportez pas tous ces éléments aux populations, la population ne vous sent pas, ça pose un véritable problème. On finira par vous dire que vous êtes réveillé tardivement et venir chanter que vous voulez être candidat. On fait se réveiller. Et quand alors, puisque nous sommes à pratiquement 6 mois de la présidentielle? Oui, l'opposition elle-même pourra, convenablement répondre à cette question. Peut-être ce que nous sommes en train de dire sur ce plateau, l'opposition interprète ça, n'est-ce pas, dans sa base ailleurs, d'une autre manière. Ces gens, on n'a pas le même calendrier, on n'a pas le même agenda, on n'a pas les mêmes stratégies. Et effectivement, tous les partis de l'opposition n'ont pas les mêmes stratégies, n'ont pas les mêmes techniques d'approche sur le terrain. Donc, il faut l'opposition elle-même. Il faut l'opposition elle-même pour venir nous dire, n'est-ce pas, comment elle pense, n'est-ce pas, faire pour que, on puisse davantage la sentir, sentir cette opposition sur le terrain. Il circule déjà des fiches de candidature sur la toile au niveau des Fosqueries pour un Bénin émergent. On a vu une fiche parlant de Théophile Yarou comme étant le prochain candidat des Fosqueries pour un Bénin émergent. En tout cas, l'opposition est véritablement attendue. Allez lire donc sur le www.fraternitébj.info et vous aurez donc cet article signé d'Angelo Dossoumo, l'opposition, qui a désormais un ancrage à démontrer à pratiquement quelques 6 mois de la prochaine présidentielle. Oui, il vous arrive de circuler dans les villes du sud du Bénin, Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Ouida et environ. Le constat, c'est que le coronavirus, ça ne tient plus trop, ça ne fait peu peur aux Béninois. Les mesures barrières qui sont un tout petit peu relâchées. Herman Anyamoussou. Oui, la population, semble-t-il, relâcher un peu l'observance des gestes barrières, effectivement, la distanciation sociale, le port de masque, le gel pour se laver les mains, ou se laver les mains à l'eau et au savon. Je pense qu'effectivement, on sent effectivement un relâchement au niveau de ces gestes, de sorte que même vous constatez qu'il y a des fêtes qui s'organisent, les bars sont pratiquement pris d'assaut, alors même que dans beaucoup d'autres pays du monde, il est annoncé un regain des dégâts de la COVID-19. Je pense que même au sein, on en a parlé ici sur ce plateau, au sein même de l'appareil gouvernemental, on sent un petit relâchement. Les points de presse qui étaient organisés pour montrer encore que le danger est encore là. Ces points de presse ont disparu. Beaucoup d'éléments font aujourd'hui que la population se demande encore si la COVID-19 existe et tout. Je pense qu'on n'a pas relâché. Il faut observer les gestes barrières. C'est d'ailleurs ça qui explique que nous soyons que 3 sur le plateau. Sinon, nous étions souvent 5 sur le plateau. Donc, je pense que vous avez constaté qu'à Canal 3, ici, nous sommes là. Nous observons les gestes barrières. Nous sommes... Vous êtes à pratiquement 2 mètres de moi. Donc, je pense que c'est... Voilà. Oui, Wahab Alipara, surtout avec la reprise des classes. Oui, on a senti, n'est-ce pas, le relâchement au niveau des gestes barrières, peut-être parce que les autorités elles-mêmes ne font pas pour autant ce qu'il faut. Cependant, il ne faut pas accuser seulement les autorités. Il faut que chacun couvre sa tête, comme on dit quand on lance une pierre. La première des choses, ce n'est pas attendre papa ou maman, n'est-ce pas, avant de se protéger. C'est dire quoi? Que chacun devrait mettre sa propre sécurité et sa propre santé au premier plan et se protéger. Les gestes barrières, se laver les mains régulièrement à l'eau et au savon, les gels hydroalcooliques pour l'entretien des mains, les cache-nez et autres. Mais on a senti qu'au niveau, par exemple, du ministère de la Santé, ou peut-être tous les 48 heures ou 72 heures, ou tout au moins de manière hebdomadaire, on avait, un résumé, le point,
voilà, le point donc du nombre de personnes infectées, de personnes mortes, de personnes décédées, etc. Bref, on nous faisait un point qui permettait de voir comment la situation évolue au Bénin. On n'a plus tout ça. Donc, il y a un relâchement sur toute la chaîne. Il y a peut-être une excuse pour le ministère de la Santé qui nous fait ce point. Lorsque vous allez sur le site du gouvernement, je pense que c'est toujours actualisé. Combien de personnes c'est pas comme ça nous avait habitués. C'est vrai, nous, le Béninois a une certaine habitude dont il faut tenir compte. Et s'il faut changer, n'est-ce pas, il faut changer cela d'une autre manière. Même sous d'autres cieux, on ne fait plus. On a démarré avec cela se faisait mais on n'a pas eu, n'est-ce pas, une occasion où on invite désormais les populations à aller sur le site du gouvernement, par exemple, pour aller découvrir l'information. Et les populations qui sont dans les régions vraiment lointaines, qui n'ont pas accès, par exemple, à l'Internet, puisque c'est un problème, c'est une réalité, qui n'ont pas accès donc à l'Internet, comment ces populations, n'est-ce pas, sauront qu'il faut aller sur le site du gouvernement avant d'avoir ces informations. En tout cas, le dernier point que nous avons ce matin, c'est 2357 cas confirmés. Il y a 1973 cas guéris, 343 qui sont actuellement sous traitement, et puis 41 décès. Et le dernier décès, c'est un seul, c'est un mort à la date du 28 septembre 2020. Il y a de cela quelques semaines. Le jour de la rentrée. Alors, le débat porte également sur cette polémique autour des 30 heures affectées aux enseignants pré-insérés par semaine de cours. Et nous avons vu le chef de l'État rencontrer les syndicats. La balle est renvoyée donc dans cette commission qui devra travailler pour trouver une formule à adopter. Et puis, par la suite, c'est hier que c'est arrivé du côté d'Ekpé contre les 30 heures de cours. Et bien, au CG1 d'Ekpé, le censeur et son adjoint, les deux n'ont pas réussi à accéder à leur bureau. On parle des Angouétois qui sont allés bloquer l'accès. Herman Parfiane-Moussou, des Angouétois qui s'invitent dans le débat. Je pense que la question des 30 heures, ça a été ce grain de sable qui est venu se mettre dans l'appareil bien huilé, parce qu'on n'aurait pas dû attendre le début de rentrée pour évoquer cette question ou la veille pratiquement de la rentrée pour évoquer cette question de 30 heures, laquelle question avait déjà commencé par être mise en œuvre avec des aspirants ou des pré-insérés qui se sont retrouvés hors course parce que justement on devait combler le vide et donc permettre à certaines personnes de travailler pendant que d'autres doivent retourner dans leur maison. C'est vrai que les secrétaires généraux de la Confédération ont rencontré le chef de l'État et il leur a été promis de revoir un peu le système, de ramener un peu la masse horaire à ce qu'ils souhaiteraient, 22 heures ou 20 heures de temps. Mais il se fait qu'il y a déjà un système qui a été mis en branle, à savoir qu'il faut d'abord respecter les 30 heures. Qu'est-ce qui est fait? En temps normal, pour ma part, la commission devrait siéger en urgence pour qu'on puisse trouver une solution rapide, pour qu'on puisse rapidement régler cette situation, de sorte que les censeurs ne soient pas obligés d'abord d'appliquer la mesure des 30 heures avant de revenir après voir comment est-ce qu'ils réajustent et tout. Donc je pense qu'il a manqué un peu de proactivité à ce niveau. C'est ça qui peut expliquer que les Angouétois viennent, mais encore que malheureusement, les Angouétois ont beau tout faire. Je pense que ce n'est pas la meilleure solution. La meilleure solution, c'est de sonner les secrétaires généraux pour leur dire attention, qu'est-ce que vous avez retenu avec le chef de l'État? Est-ce que vous avez retenu qu'on démarre d'abord avec les 30 heures, quitte à corriger après, ou alors vous avez retenu qu'immédiatement, qu'on puisse rapidement trouver la meilleure solution et la meilleure formule pour pouvoir soulager tant soit peu les pré-insérés ou les aspirants? C'est ça l'interrogation. Oui. C'est vrai, moi je suis quelque peu surpris, n'est-ce pas, par cette situation qui a prévalu hier au CG1 d'Ekpé, où on fait venir les Angouétois. Dieu merci, on n'a pas amené 30 Angouétois pour combattre les 30 heures de cours. Moi je pense qu'il y a eu une certaine pagaille hier au CG d'Ekpé, parce que dans cette affaire qui a agité la toile en début de rentrée scolaire, où les secrétaires généraux sont sortis, n'est-ce pas, montrer clairement leur aversion face à cette situation des 30 heures qui d'une manière ou d'une autre surcharge les aspirants. Le chef de l'État lui-même est rentré pour arbitrer. Ça devrait amener, n'est-ce pas, à une certaine considération, n'est-ce pas, ne serait-ce qu'à la personne du chef de l'État qui est, d'une manière ou d'une autre appelé à porter la solution. Si le chef de l'État n'était pas intéressé par
par l'accalmie, par la nécessité d'apporter une solution à ce problème, je ne pense pas qu'il pouvait s'inviter lui-même dans le débat, n'est-ce pas, puisque le ministre de l'enseignement secondaire a eu des échanges avec les syndicalistes et ça n'a pas donné grand-chose. Et les explications de Maounio Kako n'avaient pas pour autant convaincu les syndicalistes. On a poussé l'opposition jusqu'à ce que c'est arrivé au niveau du chef de l'État. Donc, les mesures qu'on avait trouvées avec le chef de l'État devraient suffire à ce que progressivement, n'est-ce pas, on puisse apporter une solution. Il ne s'agissait pas d'amener des Zangbeto. On ne sait pas si les aspirants qu'on a recrutés sont, je ne sais pas, les prêtres de Zangbeto et autres. Maintenant, si ils estiment, n'est-ce pas, que les 30 heures, ils ne peuvent plus enseigner et qu'il faut faire sortir Zangbeto, ça fait donc dans la base de données des personnes, à mon avis, à extraire pour qu'ils aillent faire la promotion de leurs Zangbeto. Non, c'est sérieux. Vous voyez le spectacle qu'on a offert aux apprenants, n'est-ce pas, n'est-ce pas, en mettant en difficulté le censeur et je crois le surveillant, ça pose un véritable problème. Ce n'est pas une question de sécurité qui a eu là sous prétexte qu'on revendique un changement peut-être d'heure, ou bien on veut qu'on recanalise les choses et qu'on fait sortir le Zangbeto. Non, le Zangbeto, je crois, dans le panthéon béninois, le Zangbeto, c'est une des divinités qui a une certaine valeur de sécurité, de discipline. Si on fait sortir le Zangbeto pour célébrer la pagaille, je pense que les aspirants, ou en tout cas ceux qui sont responsables de cet état de fait, et ceux-là même qui sont les balayeurs, on dit souvent, ou bien ceux-là qui sont les promoteurs, les prêtres même du Zangbeto, je pense, les Angans, n'est-ce pas, je pense qu'il faut les voir pour qu'ils puissent discipliner leurs fidèles de manière à ce qu'on puisse assister les adeptes. Je suis d'accord avec Raham quand il déplore la pagaille qui s'observe autour de la sortie du Zangbeto. Mais en même temps, je dis que le chef de l'État s'invite dans cette guéguerre entre syndicalistes et ministre de l'enseignement secondaire pour arbitrer, c'est un fait. Maintenant, que ce qui a été retenu au cours de la rencontre soit mis en application, c'est également notre fait. Nous sommes dans l'administration, n'oubliez pas. Une fois que la mesure a été prise, tant qu'il n'y a pas une mesure contraire, les censeurs appliquent ce qui est déjà là. Ça veut dire quoi? En début de rentrée, nous sommes à quelques 2 semaines déjà des premiers cours. Les censeurs ne font qu'appliquer pour le moment la mesure des 30 heures parce que c'est ça qui est pris. En attendant que la commission puisse siéger pour dire, ok, revenez aux 20h, revenez à 22h, revenez à 23h. Je pense que pour un dossier comme ça, qui a invité le chef de l'État autour à arbitrer, on devrait normalement rapidement agir pour corriger ce qu'il est. Parce que le secrétaire de la COSI est venu d'ici le plateau, et il dit que cette mesure de 30 heures fait que beaucoup d'aspirants se retrouvent hors course. Alors que le chef de l'État a dit, non, je ne souhaite pas, et vous ne verrez pas un seul élément de la base de données se retrouver à la maison parce qu'on aurait appliqué les 30 heures. Et pourquoi est-ce qu'on continue d'appliquer les 30 heures? Il faut arrêter tout de suite et passer aux mesures qui s'imposent. Non, je pense qu'on pouvait faire également preuve de patience, n'est-ce pas, en attendant, attirer l'attention des surveillants, des censeurs et autres qui peut-être n'ont pas encore appliqué. Encore que le chef de l'État a été ferme, n'est-ce pas, en annonçant la mesure. La mise en application devra pouvoir suivre. Donc, on peut observer une certaine il s'agit quand même de l'éducation, il s'agit quand même de l'encadrement des apprenants. On ne peut pas se mettre en spectacle comme ça devant les enfants. Quand c'est le tour des enfants de faire la pagaille, alors qu'ils sont ceux qui vont intervenir. Ouais. Parce que c'est un peu comme vous êtes... Merci. Oui, c'est la question qui est vraiment... Je ne vous coupe pas, c'est juste le temps est complètement parti. On va dire très rapidement un mot. Ça fait aujourd'hui Herman Anyambossou, 5 ans, qu'il est parti, le général Caméléon, le général Mathieu Kérékou, après pratiquement 26 ans de pouvoir. Ouais, si vous êtes prêt, je suis prêt. Oui. Ah oui, le général Mathieu Kérékou, c'est vrai que il est parti. Il se fait que bizarrement, c'est le mois d'octobre. 26 octobre 1972. On l'appelle l'homme du 26 octobre. Non, je pense que c'est un grand homme. Mais d'ailleurs, c'est d'ailleurs l'extrait que j'ai évoqué tout à l'heure dans le premier sujet, son nom pour parler de l'élection présidentielle 2001 au Bénin, qui a vu l'homme agir pour qu'on puisse sauver cette démocratie dans la période. Et on l'a vu à plusieurs fois intervenir au moment où Boni Yayi, il y avait une guerre entre l'opposition et Boni Yayi pour pouvoir
pour ne pas organiser les élections. Pour organiser les élections, il a fallu également son arbitrage, le général Mathieu Kérékou, pour qu'on aille aux élections. Vous avez dit, d'ailleurs, ça vous rappelle cette sortie où il invitait tout le monde à aller à sortir pour aller voter. Je pense que voilà des gens qui ont quand même travaillé, quoi qu'on dise, à ce que la démocratie un peu soit appliquée au Bénin. Et aujourd'hui, on le célèbre. Je pense qu'il devait servir de leçon à ceux-là qui vivent encore et qui sont encore là. Oui, c'est vrai, 5 ans pour le général, ça fait pratiquement pour le général Caméléon dans sa tombe 5 ans de mandat, un mandat présidentiel, je vais ironiser, paix à son âme, ça fait 5 ans, pour 5 ans, donc un mandat présidentiel encore une fois. Voilà quelqu'un qui a marqué l'histoire du Bénin et sa posture de Caméléon a pu s'adapter, n'est-ce pas, au rigorisme imprimé, n'est-ce pas, des Dahoméens aux Béninois, et a pu également s'adapter et faire l'expérience, n'est-ce pas, du renouveau démocratique. Oui. C'est vrai, chacun a son appréciation de ce régime que, comment dire, le général Mathieu Kérékou a su encadrer, ceux qui ont été marqués, n'est-ce pas, par sa vie. On a vu deux types d'hommes. On a vu le révolutionnaire, pour ne pas dire toi, pour ne pas dire toi, le militaire intégral de manière singulière, n'est-ce pas, le président révolutionnaire pour le second État et maintenant le président démocratique. Le général Mathieu Kérékou, n'est-ce pas, a su marquer son temps et a marqué les esprits des Dahoméens et des Béninois. Et aujourd'hui, on parle encore de lui. Chapeau à l'homme disparu, chapeau à un chef d'État qui a marqué l'histoire du Bénin, de l'Afrique et même du monde. Alors, je pense que le fait de rappeler que effectivement Mathieu Kérékou c'est un militaire et un militaire la grande muette. Et on constate que durant tous ses mandats, il est resté muet. Il sortait difficilement, et même pendant sa retraite, malgré toutes les attaques, même pendant qu'il exerçait le pouvoir, les attaques par médias interposés, l'homme ne disait absolument rien. Quand il sortait une fois pour parler, on avait du plaisir à l'écouter. Vous voyez, c'est aussi ça l'homme. Vous avez dit, pendant la Révolution, il y en a qui vous diront qu'il a été mauvais homme, qu'il a été ci, qu'il a été ça. Est-ce que c'est lui, c'est son système? On ne saurait le dire aujourd'hui. Nous, on a été à l'école révolutionnaire. Et pour autant, je ne vous dirai pas qu'aujourd'hui, quand je vois le drapeau flotter au mal le lundi matin, pendant que les gens sont en train de circuler libre, allègrement dans la rue, ça me fait un pincement que pendant la Révolution, on ne pouvait pas. Pendant que le drapeau flottait au mât, pendant qu'on montait le drapeau, les couleurs, on ne pouvait pas circuler. Donc je pense qu'il faut revenir à certains fondamentaux même si c'est la révolution. Il n'y a même pas l'hymne national maîtrisé par nos jeunes frères au non, c'est trop parti. N'est-ce pas? Même sont encore dans l'apprentissage. Voilà, même dans l'administration, on appelle l'exercice de ramener. On fera l'exercice au jour, on va si vous allez réussir. Même dans l'établissement privé de la période révolutionnaire, on se mettait tous en tenue. Qui aujourd'hui vous envoyez qui sont dans des tenues. En fait, je ne sais pas pourquoi le Bénin fait véritablement l'option, certaines options. Aujourd'hui, le cas est là, vous avez l'inscription dans les écoles, la réinscription qui coûte les yeux de la tête. Il y a tellement de pagailles que vraiment, je me demande s'il ne faut pas réencadrer ce mode de gestion. Alors, son mausolée, c'est à Nati Tengou. Pendant 5 ans, est-ce que vous y avez fait un tour, voir un peu où se repose naturellement, nous étions dans le nord, nous avons pu et vous, Wahab? J'aurai mon occasion. D'accord. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous, Wahab Alipara. Dans un instant, 2 plateaux de l'invité sur Actu Matin. On va parler politique et puis on va parler citoyenneté. Politique avec Jules Léandre Kiti qui nous vient de l'IDBN et puis citoyenneté avec Romaric Mouftaou, fondateur du mouvement Un nouveau type de citoyen. La pub juste après les invités. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération
Vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité. Nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Quand ça vous prend, on n'est jamais assez prudent. Sous la pression, prudence est mère de sûreté. Prudence Plus, chaque fois, toutes les fois. Prudence Plus, préservatif de qualité à prix subventionné, en vente partout. Voilà, le premier invité, c'est bien sûr Romaric Mouftaou. Bonjour. Bonjour. Voilà, merci d'être là. On va parler ce matin de la citoyenneté du citoyen. D'abord, ça peut paraître banal. C'est qui le citoyen? C'est quoi un citoyen? Merci de me recevoir sur le plateau. Un citoyen, vous savez, lorsqu'on retourne dans la Grèce antique, la genèse même du mot, le citoyen, c'est celui-là qui a le droit d'accès à la cité, le droit de posséder la terre, et également le droit de participer à la prise des décisions concernant les affaires de la cité. D'ailleurs, c'est pour ça même que le radical cité se trouve dans citoyen. Et donc, lorsqu'on disait citoyen, c'était en opposition à ceux qu'on appelait les métèques, qui n'avaient pas droit de posséder la terre, qui n'avaient pas droit de rentrer dans la cité. Donc aujourd'hui, le mot a beaucoup voyagé et est devenu une réalité selon les pays. Aujourd'hui, quand on dit citoyen, c'est celui-là qui est le national d'un pays, possède des droits civiques, a également des devoirs, et ce sont donc des individus appartenant à un pays, vivant dans ce pays et cherchant à se réaliser. Au Bénin, sommes-nous tous des citoyens? Alors, je sortirai peut-être du contexte académique, oui. Et je dirais que au Bénin, nous sommes des citoyens, mais nous sommes en train d'apprendre à être pleinement des citoyens. La citoyenneté, selon des auteurs, ça s'apprend également. C'est un concept qui requiert que les individus puissent pleinement assumer les différents aspects de la notion de citoyenneté. Et sur ça, je dirais que nous, au Bénin, nous les Béninois, nous sommes en train de faire notre cheminement. Nous avons sûrement certains qui sont pleinement citoyens et d'autres qui ont besoin encore d'apprendre ce que c'est que la citoyenneté. Voilà. Imam? Oui, quel type de citoyen avons-nous au Bénin? Est-ce que le Bénin a des citoyens de type nouveau, des citoyens de type ancien? Est-ce que le Bénin a véritablement des citoyens? Le Bénin a des citoyens. Je dirais que le Bénin a des citoyens, mais comme je le disais tout à l'heure, pas des citoyens qui assument pleinement la citoyenneté. Donc, l'actuel type de citoyen au Bénin a besoin d'apprendre et de développer les notions de citoyenneté pour devenir un nouveau type de citoyen. Assumer la citoyenneté, c'est quoi? Assumer la citoyenneté, c'est remplir aussi bien les devoirs que les droits que nous confère ce privilège d'appartenir à une nation, d'appartenir à une cité et de pouvoir vivre pleinement notre vie en tant qu'individu dans cette cité, police. Est-ce que vous avez le sentiment que le Béninois a le sentiment
d'appartenir à une cité vraiment? Nous avons encore du chemin. C'est pour ça que le Bénin, je dirais quand je prends le Bénin fait son parcours même en tant que nation. On ne dira pas que nous sommes encore pleinement une nation. Nous sommes en train de faire le parcours parce que lorsque vous visitez des parties du Bénin, vous voyez que nos frères et sœurs se sentent plus membres de leur tribu que du pays, le Bénin. Ce qui montre que nous avons encore un cheminement. Nous sommes quand même une jeune nation, 60 ans, comparé à d'autres qui ont d'autres nations, 250, 200 ans. Nous faisons notre cheminement. Mais il est clair que sur toute l'étendue du territoire, tous les Béninois ne se voient pas nécessairement, je dirais, en premier lieu en tant que Béninois. Même si en deuxième ou troisième lieu, ils se voient en tant que Béninois. D'abord, en premier lieu, ils se voient en tant que membre de telle tribu, membre de telle région. Est-ce que le sentiment d'appartenir à ou d'être béninois n'appelle pas de la part des autorités béninoises également un certain regard sur ces citoyens-là? C'est sûr, c'est sûr. Et il faut dire que les autorités font de leur mieux. Vous savez, comme je l'ai dit, je pars du constat que nous sommes une jeune nation. Je pars du constat que nous avons beaucoup de défis. Et donc, quiconque vient au pouvoir, quiconque reçoit les attributions de gérer les affaires publiques, aura toujours à faire face à ces multiples défis que sont éduquer le peuple, nourrir le peuple, construire les infrastructures, en plus de faire face à la sociologie du Bénin, qui intègre les aspects culturels et la manière dont notre peuple évolue à son rythme. Et c'est ce qui nous a amené au niveau du mouvement Nouveau Type de Citoyens à dire attention, le développement, c'est l'affaire de tout le monde, ce n'est pas juste les gouvernants. Et lorsqu'on prend une cité, lorsqu'on prend un pays, nous avons les gouvernants, mais nous avons également les citoyens. Et c'est main dans la main qu'il faudrait que le travail soit fait afin que le développement soit vraiment livré. Le nouveau citoyen auquel vous aspirez, est-ce qu'il est beaucoup plus mu par le besoin de paix ou d'éducation? Le nouveau type de citoyen, le concept NTC, il est mu par le désir de l'épanouissement collectif et de l'épanouissement individuel intégré et non dissocié de l'épanouissement collectif. Donc, le concept nouveau type de citoyen est une philosophie de vie pour nous et basée sur 5 piliers. Oui, si vous voulez, je peux en parler. Allez-y. Alors, le premier pilier de la philosophie NTC, nouveau type de citoyen, c'est que le citoyen doit connaître les textes qui fondent la République. Donc, la Constitution et les lois de la République. Pourquoi? Si nous décidons de vivre ensemble dans une maison, nous allons établir les règles du vivre ensemble. Et nous allons vivre selon ça. Et c'est ce qui permettra que nous ayons un épanouissement individuel et collectif. Mais il y a un handicap à ce niveau. Tout le monde ne sait pas lire. Vrai. Et c'est pour ça, justement, là, quand vous prenez, je pense, c'est l'article 40 de notre Constitution, l'article 40 exige quand même que la Constitution soit mise à la disposition dans même les langues nationales et soit enseignée dans les écoles, les casernes, ainsi de suite. Et donc même si tout le monde ne sait pas lire et écrire, tout le monde peut écouter. Et donc nous pouvons traduire la Constitution dans les langues nationales et véhiculer ça à travers les radios communautaires, à la télévision, les lois également. Donc c'est un pas que nous devons poser. Et le mouvement Nouveau Type de Citoyens a mis sur pied des programmes enseignant la Constitution et les différentes lois, bien sûr en français pour le moment, mais nous avons une équipe qui est en train de traduire ça dans les langues locales, en version audio, pour permettre à ceux qui ne parlent pas le français de pouvoir s'approprier le contenu de la Constitution. Mais c'est ça le premier pilier. Tout à fait. Deuxième pilier, le citoyen, le nouveau type de citoyen, est celui-là qui spontanément connaît les outils de développement de son pays. Et les outils de développement de son pays, il s'agit du programme d'action du gouvernement, le plan national de développement, le plan de développement communal. Ce sont des outils de développement, ce sont des boussoles qui permettent aux gouvernants de prendre leurs décisions concernant la gestion des affaires de la cité. Et donc, vous voyez que tout citoyen sur le territoire béninois
est impacté par les décisions prises par les gouvernants, décisions guidées par ces boussoles-là. Et donc, le citoyen, pour nous, doit aller spontanément à la découverte de ces documents afin d'anticiper. J'aime souvent donner l'exemple des secours de la bourse universitaire, qui aujourd'hui un peu a changé. Mais si nos frères et sœurs essayaient de prendre connaissance de ce que le gouvernement anticipe faire à travers le PhD, le PND, le PD et le PDC parlant des mairies, ils et elles pourront savoir, ah tiens, nos gouvernants anticipent faire telle chose. Donc je dois m'ajuster ou je dois me préparer afin de faire face à ça. Donc c'est ça le deuxième pilier. Après avoir pris connaissance des tests de la République, prendre connaissance des outils de développement de la République. Et encore là, le mouvement offre des cours gratuits en langue nationale comme en français pour permettre aux citoyens de s'approprier le contenu de ces documents. Troisième pilier, si on est un nouveau type de citoyen, j'aime faire ça. C'est ça le troisième pilier. Le citoyen et les autorités collaborent pour résoudre les problèmes de la communauté. Donc s'il y a un trou au niveau de la voie où je vis, je n'attends pas et je ne critique pas les autorités, mais je saisis les autorités, je les informe qu'il y a un problème ici et je travaille, je collabore avec ces autorités pour voir comment est-ce que nous pouvons résoudre ça. Justement, il y a des gens qui se chargent de ça. Lorsque vous suivez les radios locales, il y a ce qu'on appelle la grogne matinale, où toutes les fois il est rappelé aux autorités qu'il y a un trou quelque part, mais ils ne réagissent pas tout de suite. Et permettez-moi de féliciter les médias béninois pour ça, parce que ça, félicitations à nos médias qui ont initié ce programme qui déjà permet d'amorcer le pilier numéro 3 du concept NTC, collaborer avec les autorités. À travers la grogne, on informe. Mais informer n'est que le début du processus. Pour nous, nous demandons aux citoyens de ne pas juste informer par voie orale, mais par voie écrite, parce que dans l'administration béninoise, quand même l'écrit demeure la voie express recommandée. Et ça permet également aux citoyens d'avoir un accusé de réception, une preuve que l'autorité a été saisie. Alors, lorsque vous faites ça en tant que citoyen, nous nous recommandons de faire un suivi. Et c'est là où la grogne a peut-être des insuffisances, parce qu'une fois que l'information est portée ou annoncée à travers la grogne, ça s'arrête là. Oui. Alors que dans le pilier numéro 3 du Conseil NTC, on dit aux citoyens, informe en saisissant et faire le suivi jusqu'à ce que le problème soit résolu. Ça demande une abnégation de la part du citoyen, et c'est justement ça qui fait qu'on dit que c'est un nouveau type de citoyen. C'est celui-là qui comprend que moi j'ai besoin de quoi? J'ai besoin que ma rue soit éclairée. Donc j'ai informé l'autorité, mais l'autorité a plusieurs choses à faire. Donc il me revient de faire le suivi jusqu'à ce que la rue soit finalement éclairée avec le lampadaire qui est réparé ou la voie qui est réparée. En fin de compte, si ceci est réparé, je suis à l'aise, mes voisins sont à l'aise, la communauté est à l'aise. Et même l'autorité aussi est à l'aise puisque vous n'allez plus l'harceler. Exactement. Et j'aurais contribué à l'épanouissement collectif, mais également j'aurais eu mon épanouissement individuel dedans. Le quatrième pilier de NTC, c'est le fait que le citoyen doit incarner les valeurs patriotiques, morales et éthiques. Quand je parle de valeurs patriotiques, un citoyen qui ne connaît pas l'hymne national de son pays, la devise de son pays, l'emblème de son pays, il y a un problème là. Un citoyen qui ne respecte pas le bien public, détruit le bien public à volonté, parce qu'il est fâché à travers les grèves et autres. On peut manifester son mécontentement, mais sans jamais détruire ce qui appartient à la communauté. Et les valeurs morales, l'intégrité, la justice et surtout le travail bien fait. Lorsque je vais au boulot, que je sois dans le privé ou le public, je fais mon travail correctement, peu importe si le patron est là ou pas. Ça, c'est une valeur à développer par les citoyens. Lorsque je suis en train de sortir du bureau et que la clim est toujours allumée ou les lampes, est-ce que c'est parce que ce n'est pas mon travail que je ne vais pas éteindre ça, ou je l'éteins parce que je me dis, attends, les factures viendront et ça va impacter notre structure. Uriner dans les espaces publics alors qu'il y a des toilettes. C'est vrai, nous n'avons pas de toilettes publiques encore. Mais le citoyen peut se faire le devoir de s'approcher des gens et demander, s'il vous plaît, est-ce que je peux utiliser vos toilettes? Même si 9 refusent, au moins une personne dira oui. Vous voyez, et nous entretenons notre cadre de vie ainsi
y compris ne pas jeter les ordures. Donc si jamais vous voyez quelqu'un qui dit « je suis un MTC », c'est-à-dire je suis un nouveau type de citoyen, vous n'allez jamais attraper cette personne en train d'uriner au bord de la voie, en train de jeter des ordures dans la rue, ou bien ne pas bien faire son travail, être ignorant des lois de la République, ou bien lorsqu'il y a des problèmes dans la communauté, se mettre à critiquer les autorités, mais ne jamais rien faire soi-même pour pouvoir aider à résoudre ces problèmes. Le cinquième pilier, c'est bon. On va au cinquième pilier. Le cinquième pilier, bien sûr, c'est que le citoyen s'évertue à devenir un expert dans son domaine de compétences, afin de contribuer à la création de richesses dans le pays. Et quand je dis expert dans son domaine de compétences, si vous êtes couturier, si vous êtes maçon, soudeur, juriste, journaliste, vous vous évertuez continuellement à aller au sommet de votre art. Cela requiert que vous dédiez des heures extra à apprendre d'autres aspects de votre spécialité. Mais cela fera de vous incontestablement. D'accord. Nous n'avons plus assez de temps. C'est vrai que vous travaillez sur tous ces piliers-là depuis un bon moment. Et vous lancez une opération qui va démarrer bientôt ou qui a déjà démarré? Qui a démarré. Nous, vous savez, tous les 2 ou 3 mois, nous lançons une campagne nationale d'action citoyenne, ce que nous avons dénommé la CANACI, la campagne nationale d'action citoyenne. Et là, la première édition, nous avions encouragé les citoyens à aller à la découverte des conseils communaux et à saisir les autorités, travailler avec les autorités pour voir comment résoudre les problèmes. Alors la deuxième édition, maintenant, nous encourageons les citoyens à aller à la découverte de la police républicaine, la police de notre pays. Et depuis le lundi, sur toute l'étendue du territoire, et vraiment merci au ministère de l'Intérieur qui nous a donné l'autorisation, à travers la direction de la sécurité publique, de pouvoir conduire les groupes de citoyens dans les commissariats pour amener les citoyens à visiter le commissariat de sa localité, rencontrer les fonctionnaires de la police, échanger avec ces fonctionnaires, découvrir ce que c'est que la police républicaine, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle fait pour le peuple et quel est le rôle du citoyen dans la production de la sécurité. Et c'est surtout sur cet aspect-là que nous voulons mettre l'accent à travers cette campagne nationale d'action citoyenne deuxième édition. Est-ce que vous sentez les citoyens mobilisés depuis que cette opération est lancée sur toute l'étendue du territoire national? Ils sont en train, puisqu'il faut organiser ça. Nous sommes en temps de Covid, dont de grands nombres ne peuvent pas aller dans les commissariats, donc nous avons dû donner un numéro de téléphone que les citoyens nous contactent sur ces numéros ou sur notre plateforme des réseaux sociaux. Et nous organisons les visites par petits groupes pour aller dans les commissariats. Il y a juste hier, moi j'étais au commissariat de Sodiatime et je vous assure, malgré que j'ai bien étudié, quand même, mais j'ai encore appris hier la différence entre la contravention, le délit et le crime. J'ai découvert les différents insignes que les policiers portent. Les titres de galon. Les titres de galon, ça signifie quoi? Le travail que la police est en train de faire. Et la semaine dernière, on était au commissariat d'Abomey-Calavi et là encore, on a rencontré des fonctionnaires de police disposés qui vraiment sont ouverts et sont en train de... On se rend compte qu'ils sont en train de servir leur pays avec abnégation et que beaucoup de citoyens ont de préjugés. Alors, comment vous organisez-vous pour être à la fois à Cotonou et être à Parakou et être à Gogounou, par exemple? Parce que des citoyens de type nouveau ne sont pas qu'à Cotonou. C'est vrai. Alors, vous savez, le mouvement Nouveau Type de Citoyens a des relais communautaires dans tous les arrondissements du Bénin. Alors, donc, nous nous basons sur nos relais communautaires et lorsque les citoyens dans ces arrondissements expriment le désir de participer à la campagne nationale d'action citoyenne, nous les référons aux relais communautaires et ces relais les conduisent donc à participer. Le temps est complètement parti. Oui, un dernier mot, une invite. Oui, j'invite tous les citoyens béninois du nord au sud et de l'est à l'ouest à s'intéresser à la campagne nationale d'action citoyenne et surtout, j'invite nos citoyens à prendre la peine de découvrir la police républicaine. Les fonctionnaires de la police, ils font un travail méchant. Ils font un travail merveilleux pour assurer la sécurité de la population. Ils ont mis l'accent, partout où nous sommes passés, sur l'importance pour le citoyen de partager l'information avec les policiers. L'importance de renseigner. Et donc, j'invite tous les citoyens, à participer à cette campagne, mais à devenir de nouveaux types de citoyens. Chez nous, le slogan, c'est
NTC, le développement commence par moi, le citoyen. D'accord. Voilà. Le développement commence par vous, le citoyen, et par moi, le citoyen. Et toute l'équipe d'Actu Matin. Merci à vous, Romaric Mouftaou, fondateur du mouvement NTC. Très bonne journée à vous. Merci. Vous restez en place, on parle politique à présent. Vous recherchez une formation qualifiante dans les métiers d'expert comptable, de banquier, d'assureur, de communicant, de gestionnaire d'entreprise et de spécialiste des ressources humaines. L'Institut supérieur d'expertise et de gestion, fondé et dirigé par une association d'universitaires et de professionnels, prépare au diplôme d'état de licence et master dans les filières comptabilité, contrôle de gestion et audit, management des ressources humaines, banque, finance et assurance, marketing et communication. À l'ISEG, préparez également votre diplôme d'expertise comptable suivant le cursus français en présentiel et via notre système de e-learning. Grâce à nos partenariats avec une vingtaine d'entreprises et institutions, l'ISEG garantit les stages d'immersion professionnelle à tous ses apprenants. Mieux, votre mobilité académique vers les universités partenaires du Bénin, de la Tunisie et du Cameroun est assurée. Pour tout renseignement, rejoignez notre campus 6 à Cotonou, Bedroumende, 2e rue après le Carrefour Saison Poule et sur notre page Facebook ISEG Bénin. Ou appelez le 229 21 32 10 43 ou le 66 51 76 50. Site web www.isegbenin.org. ISEG, l'expertise à votre portée. On va parler politique, je vous l'avais annoncé, la vie des partis politiques, l'animation de cette vie en République du Bénin. Et en plateau ce matin, nous avons Julien Kitty, bonjour. Bonjour Christian. Responsable de la communication du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau. Votre parti, le parti de Claudine Prudencio, se porte-t-il bien? Ben oui, je sais, votre question n'est pas si naïf que ça, mais je vous réponds oui, le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau se porte bien parce que le parti est debout, n'est dans aucune illégalité au Bénin, en République du Bénin, au terme de toutes les lois qui gouvernent les opérations politiques et électorales dans notre pays. Bien parce que les organes du parti sont en place, bien parce qu'après les communales, les structures du parti, en tout cas au niveau supérieur, et ça continue, ont été donc renforcées. Et donc le fonctionnement de l'UDBN prend une autre allure qui le renforce dans son adaptation donc, à l'habitation imposée par la réforme du système partisan. Bien aussi parce que l'UDBN est fait, comme beaucoup ne le savaient pas, des gens qui ont la tête sur les épaules face aux merveilles et aux vicissitudes de la vie politique, ont la tête sur les épaules et apportent les solutions qui s'imposent. Maintenant, si je fais dans ce style-là, c'est pour vous dire que la vie politique n'est pas faite que de merveilles, mais aussi de situations qui peuvent paraître compliquées. Mais l'essentiel, c'est d'avoir la compétence de gérer ces situations-là pour pouvoir avancer. Justement, parlant de situation, et ce depuis un moment, quand on parle de l'UDBN, on y voit un parti politique dans lequel il y a bien souvent des démissions. Et ces dernières semaines, on a parlé de beaucoup de vos militants qui sont partis. Il y en a même une autre vague qui se prépare à partir. Vous infirmez ou vous confirmez? Non, je vais vous dire que l'UDBN a une particularité qui, pour moi, et même si elle est bien interprétée, devrait pouvoir savoir, de permettre aux gens de comprendre que, comme on le dit souvent, lorsque un arbre n'a pas des fruits qui sont mûrs, on ne lui lance pas la pierre. La particularité de l'UDBN, pour ce qui est de ce qu'on fabrique autour de la notion de démission au Bénin, c'est comme si, vous voyez, quand une seule personne va dire dans le coin le plus retranché du Bénin, au niveau le plus bas de l'UDBN, ou même un inconnu de l'UDBN va écrire la plus petite des phrases pour dire « je veux partir de l'UDBN », vous voyez, ça fait plus tollé, ça donne lieu à plus de récupération politique que dans toute autre formation politique. Mais on est dans le pays, on est informé. Vous avez des gens
qui démissionnent pas vingtaine, pas cinquantaine, pas centaine d'autres formations politiques, même celles que vous appelez dans ce pays les mastodontes, mais ça ne fait pas autant de tollé. Mais dès que... Ça fait autant de tollé. Parce que l'UDBN, c'est le parti d'avenir. Parce que l'UDBN, c'est le parti qui offre, d'accord, cette virginité qui rassure par rapport à ce qu'on souhaite que le jeu politique soit dans notre pays avec la réforme du système partisan impulsée par le président Patrice Talon. Alors, vous savez, depuis que moi j'observe les choses de très près au niveau de l'UDBN, vous savez que j'ai déjà vu plusieurs fois des cas où on a mis des listes de personnes parfaitement inconnues de l'UDBN. Mieux, quand je cherche à savoir, parce que pour ceux qui me connaissent très bien, au moins je cherche à interroger ceux qui sont en face de moi avant de réagir par rapport à ça. Des gens qui n'ont jamais été membres de l'UDBN, ou des gens qui ont été de l'UDBN, qui soit ont été radiés de l'UDBN, ou bien qui ont quitté l'UDBN il y a très longtemps, avant même la réforme du système partisan. J'en ai déjà vu qu'on a ramené sur des listes, qu'on a dressées, avec des signatures. Je ne sais pas si c'est eux. On fait croire que c'est des émissions qui sont... Non, je pense qu'il y a derrière un calendrier. Il y a un objectif principal, peut-être... Un calendrier ou une invisible? Non. Bon, un calendrier qui n'est pas catholique, qui n'est pas donc qui relève pas de l'Esprit Saint, est forcément diabolique. Et ce calendrier a forcément une main invisible derrière. Qui a envie de saper le moral à cette dame qui, depuis plus d'une vingtaine d'années, tient dans le milieu politique, là où on pense que les femmes ne peuvent pas évoluer, là où on se dit, mais quelle est cette dame qui a un destin de roseau, qui ploie tout le temps mais ne ronge jamais? Pourquoi quand on lui donne des coups, elle baisse la tête, on a l'impression que... Êtes-vous certain que cette dame dont vous parlez, la présidente du parti, êtes-vous certain qu'elle n'est pas affectée par ces démissions ou ces éléments que vous venez d'énumérer là, qui circulent sur les réseaux sociaux? Je peux vous dire, Christian, vous me connaissez très bien, parce que même si on parle ici, on pourra se parler... Vous êtes le confrère. Oui, après tout. Et l'histoire est là, quoi. Ce que nous disons aujourd'hui, beaucoup ne le savent pas. Ce que nous disons aujourd'hui, ça peut nous rattraper demain. Je suis convaincu de ce que je dis. Cette dame, Claudine Afiari-Prudencio, présidente de l'UDBN, seule femme, chef de parti au Bénin aujourd'hui, et ce n'est pas par accident, son mental, personnellement, n'est atteint d'un iota. Parce qu'elle a traîné ses bottes dans le milieu politique de façon pratique depuis plus d'une décennie. Elle a travaillé sous des baobabs de la vie politique. Je veux dire, pas baobabs d'aujourd'hui. Vous avez des dépositaires de l'histoire politique du Bénin. Elle sait comment ça fonctionne. Donc, dès que les gens commencent quelque chose, elle se dit, je sais là où ils vont. Mais là où parfois elle se pose des questions. Et ça, c'est quand elle rassemble des jeunes comme moi et autres autour d'elle pour dire, mais vous là, moi je travaille pour l'avenir de la jeunesse. Vous, est-ce que vous vous interrogez sur la nature du personnel politique? Est-ce que vous vous demandez si c'est nécessaire vraiment que les gens aillent à ce degré de capacité de nuisance, ce degré de machiavélisme, ce degré de concurrence basse, de jalousie aussi vicieuse pour faire les jeux politiques? Non. Et c'est pourquoi elle est parfois affectée pour nous jeunes qui devons prendre la relève. Mais elle-même là, mais vous n'avez pas idée, je vous le souffle, je ne sais pas si elle m'en voudra de décrire un peu comment elle réagit quand elle voit ces gens de coups, peut-être pas interposés, ou bien pas des web activistes, ou bien pas d'autres personnes. Elle rigole, elle dit, mais ils pensent pouvoir atteindre mon moral, le saper, mais ils sont mal barrés, parce qu'elle estime qu'il faut bien plus que ça, et ça je le confirme, il faut bien plus que ça pour la faire changer d'avis, pour l'amener à s'éloigner de cette conviction. Parce qu'avec elle, c'est plutôt une question de conviction. Si vous tracez son parcours, que vous connaissez très bien, vous allez voir qu'elle a eu beaucoup d'occasions de dire, affaires politiques, franchement, je laisse. Je me consacre à ma petite famille. Je me consacre à ma vie professionnelle. Mais elle a continué. Regardez, quand on a voulu faire la mutation pour la mise en conformité, tout ce qu'elle a eu à faire avec toute son équipe au niveau de l'UDBN, il y a des gens qui ont quitté l'UDBN en se disant non, tout compte fait, l'UDBN ne peut pas avoir le récépissé. On l'a eu. On a dit l'UDBN ne peut pas aller aux élections communales. On est allé aux élections communales.
être sélectionné sur plus d'une dizaine de partis politiques parmi ceux qui vont aux élections. Vous avez vu la campagne de l'UDBN. Vous avez vu après les résultats. Si l'UDBN qui aujourd'hui, est-ce que si elle n'avait pas fait cette bataille, l'UDBN serait consacré meilleur parti politique en matière de promotion de leadership féminin en politique? Vous pensez que le Bénin n'a pas besoin de ça? Ce sont les organisations non gouvernementales, les organisations de la société civile les plus signifiantes, les plus influentes au Bénin qui sont rassemblées, chiffres à l'appui, pour consacrer ça. Et le prix a été donné devant des institutions internationales. Ce n'est pas donc un fait de hasard que le président du Parlement panafricain puisse choisir Claudine Prudencio comme conseillère spéciale et qui vient consacrer pour dire c'est une chance pour le Bénin. Et elle-même son parcours. Pourquoi vous voulez, finalement, alors que la dame a été plusieurs fois députée, elle a été ministre, elle est chef de parti, pourquoi vous voulez dire que il faut donc pas des manigances de mauvaises lois ou bien des jeux qui sont dépassés, la mener à trembler? Mais ce qui est sûr, un parti politique veut que le dernier de ses militants reste en son sein. Un parti politique veut que... Justement, quel travail faites-vous en ce moment pour que qu'on n'assiste plus à tout ce que nous observons aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, des démissions, par vague et autres? Christian Dadijon, entendons-nous déjà sur le fait que, vous voyez, 9 fois sur 10, les démissions à l'UDBN sont fabriquées. C'est comme vous faites du montage. Voilà. Parce qu'il y en a où on a dit il y a des missions quelque part. On écrit que c'est des membres fondateurs, c'est des coordonnateurs, ceci. J'interroge ça. Je me rends compte que c'est de parfaits inconnus à l'UDBN. Peut-être que, vous savez, quand vous avez un parti politique qui marche, qui a un discours, une offre politique qui intéresse, vous avez des gens dans des coins qui vous admirent, qui sont parfois même membres du parti, ou bien qui sont sympathisants. Vous ne pouvez pas les connaître tous. Je ne suis pas en train de dire que ceux-là sont parfaitement inutiles. Mais être membre fondateur, c'est quelque chose qu'on peut vérifier. Donc, il ne l'était pas. Mais quelques 3 semaines après, je lis sur les réseaux sociaux d'autres qui récupèrent ça là pour dire qu'il y a de nouvelles vagues de démissions. Que là, cette fois-ci, ceux-là sont coordonnateurs, ceci ou cela, parce que l'autre machination avait fait flop. J'interroge le papier, je lis, je prends le lien, je lis. On a donné le nom de personne, on a donné le titre de personne. Est-ce que c'est sérieux ça? Maintenant, quand après 2 semaines, 3 semaines encore, on sort d'autres. Dans quel parti politique vous n'avez pas des militants à la base qui disent nous voulons voir? Vous savez combien de personnes disent tous les jours? Et ça, au moins, je vois ça passer. On veut rencontrer la présidente. On veut que la présidente fasse tourner. On veut la rencontrer. On veut gérer un meeting. Quand vous dites même seulement aux gens, c'est violer les règles, les règles barrières de lutte contre la Covid-19 que d'organiser un meeting aujourd'hui dans tout le pays. On vous dit non, on ne veut pas savoir. On comprend cette chaleur. On sait qu'on veut qu'il y ait contact entre les dirigeants. Le travail que nous faisons, c'est d'être en contact permanent avec ces militants-là. Moi, j'en ai expliqué à des gens dans une coordination, par exemple, qui ne comprenaient pas simplement qu'on ne peut pas être membre d'un parti politique qui soutient l'action du chef de l'État, qui a eu à dire dans une déclaration politique, vous avez assisté à ça, pour dire, si le chef de l'État que nous soutenons décide d'être candidat, il a notre soutien. Mais il faut aller encore être dans des mouvements qui sont hors du parti, alors que la législation ne permet pas ça. J'ai expliqué à ces personnes, ils ont compris. Est-ce que c'est d'actualité? Votre soutien au chef de l'État, est-ce que c'est d'actualité? Et si éventuellement il était candidat, vous lui apporterez votre soutien. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Je peux vous dire, à l'UDBN, on n'a pas éducation et formation politique ou expérience politique à dire des choses dont on n'est pas convaincu. Et la présidente de l'UDBN ne permet pas qu'on aille parler en plaisantin. Le 21 août, à Cotonou, dans la zone de Figuier-Ossé, on a fait une université d'été à l'occasion de laquelle il y a eu une déclaration politique où l'UDBN, contrairement à ce que vous observez sur le terrain où ça fait trop vous et là et ça ne fait pas sérieux politiquement, eh bien on a dit depuis 2016, avant l'avènement du chef de l'État, on a travaillé à ce qu'il soit là. Il est là, l'UDBN le soutient depuis et c'est sans faille. Ensuite, nous disons, si, vu son bilan, vu ce qu'il réalise à la tête du pays, si lui, il dit, parce que c'est une décision personnelle, ah oui, lisons la Constitution. Donc si le chef de l'État dit, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2021, il a d'office le soutien de l'UDBN. Tous les coups. Et on a dit ça. Tous les coups politiques que vous avez connus, bien sûr. En étant aux côtés du chef de l'État, au sein des partis politiques qui soutiennent son action malgré tous les coups, vous le soutenez? Oui, nous le soutenons parce que
et j'aime bien la manière dont vous posez la question. Nous n'avons pas preuve, ni intention, ni même prétention ou intuition que c'est lui, le président de la République, qui nous donne ses coups. Non. Il est convaincu de la qualité du soutien que lui apporte l'UDBN. Et il consulte l'UDBN sur un certain nombre de gros dossiers sur lesquels nous sommes convaincus que voilà quelqu'un qui sait que nous sommes une force de proposition qui l'aide à améliorer sa gouvernance. C'est vrai que et donc les coups que nous recevons, les coups que l'UDBN reçoit, je vais vous le dire aujourd'hui, viennent aussi bien de la mouvance présidentielle que des partis qui ne parlent pas le même langage. Mais je peux vous dire, il y a une dernière actualité sur laquelle je voulais recueillir votre avis, votre lecture très rapidement. Le financement public des partis politiques. Votre parti n'est pas éligible, un peu comme beaucoup d'autres formations politiques aujourd'hui sur l'échiquier politique national. Comment réagissez-vous à cela? Nous nous réjouissons au niveau de l'UDBN d'abord de ce que, contrairement au régime précédent, le président Patrice Talon avec son régime a réussi à faire rentrer ce processus-là dans l'opérationnel. Vous savez, le financement public des partis politiques, c'était quelque chose qui devrait se faire depuis. Parce que l'action d'un parti politique digne du nom est d'utilité publique. D'accord? Au-delà de la participation aux élections, c'est d'abord l'éducation à la citoyenneté, au patriotisme. C'est l'éducation des militants pour que le Bénin soit debout et que ceux qui vont venir, les nouvelles générations, puissent bien gouverner le pays. Alors, lorsque nous avons fini de nous réjouir de ce que c'est dans l'opérationnel, depuis le dialogue politique, contrairement à ce que des gens viennent chanter sur votre plateau ici, eh bien... Ils ne viennent pas chanter, ils donnent leur avis sur la qualité. Mais vous savez que même en politique, il y a un minimum de démarche scientifique, un minimum de vérité qu'on doit inviter dans le jeu politique, parce qu'il y a des choses qui sont claires. Ce qui est bien, je sais au moins que vous, journalistes, vous ne buvez pas ces choses comme parole d'évangile. Alors, au dialogue politique, nous sommes en train de faire, aujourd'hui, je crois en octobre, j'y étais personnellement. J'ai vu quelle a été la contribution de l'UDBN, les sujets sur lesquels, question de femmes, question de financement des partis politiques. Nous étions le parti qui avait dit il faut des mesures transitoires pour permettre à tous les partis politiques régulièrement constitués, mais qui donnent la preuve de ce que. Et quand vous lisez l'article 6 et consort... Nous avons 2 minutes. Oui, l'article 6 et consort de la loi sur le financement public des partis politiques, vous allez constater que ce n'est pas que les performances chiffrées à une élection qui permettent à un parti de justifier, de bénéficier de ça. Vous avez la tenue des instances du parti régulièrement. Vous avez le fait que le parti a un siège national, des sièges départementaux. Le parti fait des activités qui contribuent à la formation des citoyens, à l'éducation et l'information des citoyens. L'UDBN fait ça. Et l'UDBN fait tout ça en plus d'avoir participé, d'avoir eu le mérite de participer aux élections communales passées et avoir fait comme tous les autres 3630 dossiers, avoir battu campagne comme cela se doit et avoir respecté les règles de campagne strictement médiatiques parce que pendant que les autres les violaient presque violemment. À partir de ce moment, nous souhaitons que peut-être au niveau de la classe politique et des institutions chargées donc d'appliquer ces lois, qu'on veuille trouver des mesures transitoires pour le faire. Et nous l'avons exprimé même à des rencontres avec la Sénat. Ensuite, si la classe politique décide et les institutions décident, on peut même aller à la relecture de cette loi, pourquoi pas. On a déjà vu au Bénin ici, dès qu'il y a le sursaut national pour dire on doit aller dans ce sens, il faut le faire. Parce que vous voulez dire donc que vous êtes une force de proposition aussi. Et maintenant nous sommes légalistes. Si la loi reste en l'état, très bien. Si les institutions disent on veut appliquer de cette façon-là, nous ne sommes pas là pour dire non. Merci à vous, Julien Kitty. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci, Herman. Merci à vous, Herman. Très bonne journée du mercredi. Mesdames et messieurs, vous restez avec nous. Le temps est complètement parti. On va retrouver la réalisation avec Christelle et toute son équipe. Voici pour vous la revue de presse signée Assiomo Kanyi Assiomo. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Fraternité ce matin écrit qu'un bilan de la gestion de l'État fortement décrié et en principe une alternance à la Marina qui leur ouvre grandement les bras. Au rendez-vous de la présidentielle d'avril 2021, l'opposition béninoise n'a plus à se poser 1001 questions. La cible à abattre n'est ni plus ni moins que Patrice Talon, un adversaire qu'elle a eu le temps d'étudier, dont elle cerne désormais les forces et faiblesses, mais
pour prouver ces récriminations et démontrer à la face du monde que l'actuelle gouvernance du Bénin par le chantre du nouveau départ n'est pas appréciée des populations. La voie royale, ce sont les urnes. Et si à quelques 6 mois de cette échéance, il est encore très difficile de véritablement appréhender l'impact des critiques sur l'électorat, l'occasion du prochain scrutin sera belle pour qu'enfin chacun se fasse à sa religion. Et le journal d'estimer que l'opposition est un ancrage à démontrer. Le Soleil Bénin Info note de son côté qu'à quelques encablures de la présidentielle de 2021, où la mouvance s'organise et quadrille le terrain, le chemin de Golgotha se dresse aux opposants qui peinent à se restructurer. Le journal se demande combien de mouvements ou de partis va créer l'opposition avant de faire courber l'échine au président Patrice Athanas Guillaume Talon. En réponse à la question, la publication écrit qu'il y a encore, selon les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, la naissance d'un nouveau creuset, notamment le mouvement S'engager pour le Bénin. Son président, selon les mêmes informations, est l'ancien président du conseil d'administration de la société Bénin Tracteur créée à Ouida sous le régime de Boniaï. Ce qui fonde à dire que l'opposition est toujours divisée et s'effrite. La question de parrainage revient dans les colonnes de Fraternité qui prend en interview ce jour Dr Yekini Ibrahim du bloc républicain, le journal soulignant que l'élection présidentielle de 2021 s'approche à grands pas et pour la première fois depuis l'avènement du renouveau démocratique, les candidats se font encore désirer à cause des nouvelles dispositions des lois électorales au Bénin. Dr Yekini Ibrahim, maître assistant des universités du CAMES, devenu maître de conférence des universités du CAMES depuis quelques jours, parle de la nouvelle donne politique au Bénin. Il estime, à en croire le journal, que ceux qui ne sont pas d'accord aujourd'hui seront peut-être demain en position de force sur la question du parrainage. Et pendant ce temps, la presse du jour annonce des démissions au sein du parti Moël Bénin. Selon le journal, 7 membres de la coalition départementale Atlantique 2 claquent la porte. Le potentiel relève que cette démission collective de plusieurs membres fondateurs prouve à suffisance qu'il y a un malaise profond au sein de la dite formation politique. Moël Bénin perd des plumes, affiche en gros Bénin intelligent, mais un membre du parti, Bienvenu Milorin, confie au journal, citation, « Nous prenons cela sportivement ». Fin de citation. Et l'autre sujet qui suscite d'intérêt pour le matinal, c'est l'impopularité entre griffes du chef de l'État Patrice Talon. Le journal d'expliquer que la fonction présidentielle exige parfois des sacrifices, surtout de la part d'hommes d'État qui voudraient laisser une empreinte. C'est pourquoi Patrice Talon a choisi d'être au départ impopulaire pour pouvoir transformer en profondeur le Bénin. Le journal de faire observer que c'est une posture adoptée volontairement par certains hommes d'État pour pouvoir imprimer leur marque à la gestion de la chose publique. Dans le cas d'espèce, pour avoir hérité des 10 années erratiques du yaïsme, avec tout ce que cela a généré comme pagaille, Patrice Talon savait que s'il doit transformer son pays, il va falloir mettre fin à certains privilèges, rompre avec certaines habitudes et introduire des réformes fortes et radicales. 14 octobre 2015, 14 octobre 2020 se rappelle le journal Fraternité, pour lequel déjà 5 ans que l'ancien président de la République, le général Mathieu Kérékou, a quitté la terre de ses aïeux pendant près de 3 décennies. L'homme du 26 octobre aura marqué les Béninois. Des Béninois s'en souviennent aussi, dont l'un confie au journal citation « Je dirais que le général Mathieu Kérékou est un homme du peuple, capable de fédérer plusieurs couches politiques et plusieurs hommes à soutenir ou servir une cause commune. Il méritait un digne hommage depuis son vivant. Toutefois, réaliser un monument à son image serait génial. » Fin de citation. L'économiste du Bénin s'intéresse quant à lui à l'Africaine des assurances et rapporte que la filiale béninoise du groupe a connu un changement à sa tête depuis quelques jours. Le nouveau directeur général de cette entreprise, le discret et pragmatique Kenneth Elegbede, a pris fonction dans un secteur de l'assurance qui fait face à des défis en Afrique. La vision du nouveau directeur général de l'Africaine des assurances est de satisfaire aux attentes des partenaires et clients de cette compagnie au Bénin, alors que le secteur est confronté à la nécessité d'intégrer le digital au cœur de ses services et que la pandémie de la Covid-19 vient en rajouter
Kenneth Legbeder rassure les usagers de l'Africaine des assurances. Conclut le journal. Merci d'avoir été à l'écoute. C'est tout et ce sera tout pour ce 14 octobre 2020 sur Actu Matin. Merci à chacun et à tous de votre attention. Merci à toutes nos équipes de préparation, de réalisation et de diffusion. On pense à Christelle Kodekon, Rachidi Souberou qui était à la manette caméra. Au son, il y avait Alfred Soou. Au maquillage, Sylvia Huntonji. On pense également à Yves Houssounou et puis à toute l'équipe de la diffusion pour le numéro de ce jour. C'est bien sûr la fin. Très bonne journée du mercredi. Rendez-vous demain à partir de 7h et ce sera toujours avec un plaisir. Gardez le sourire. Au revoir.